Bonjour à tous, bienvenue dans Conversation avec JCK. Je suis Jean-Charles Kurdali et c'est un podcast que maintenant vous pouvez retrouver tous les lundis à 17h sur votre plateforme de podcast favorite ou sur mon blog jckurdali.org. Donc l'idée c'est que j'avais envie de sortir un petit peu de ma sphère entrepreneuriale. Je suis entrepreneur et du coup je côtoie beaucoup d'entrepreneurs et donc j'ai envie d'aller rencontrer des personnes venant d'autres milieux, donc des écrivains, des politiques, des philosophes, des artistes, des sportifs de haut niveau et plein d'autres profils. Il y aura également aussi des entrepreneurs, je vais pas les exclure complètement bien sûr. Et donc vous pourrez, comme j'ai dit, donc le retrouver chaque lundi à 17h. Aujourd'hui je suis avec Onur Karapinar. Onur c'est quelqu'un que j'ai connu via Medium. Il est le fondateur de la publication Essentielle, qui est la publication Medium la plus suivie en français, la plus lue. Et là il sort son premier livre, Petites habitudes, grande réussite, aux éditions Erol, en ce mois de mars 2019, date de parution du podcast. Et donc dans cet épisode on va parler de plein de choses. On a parlé du parcours d'Onur, on a parlé du processus d'écriture du livre, du contenu du livre, de développement personnel, de plein de livres. Voilà, il est très passionné de lecture et notamment dans le développement personnel évidemment. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me donner des feedbacks parce que c'est le premier épisode et du coup j'ai énormément de choses à améliorer sur tous les aspects je suppose. Et j'en suis même sûr. Et je vous souhaite un bon épisode dans Conversation avec JCK. Après, paf, tu balances un revers à la Federer comme ça qui sort de référence. Toi tu seras réinvité. Ah oui, c'est vrai que pour que JC vous apprécie, il faut absolument parler de tennis, de basket et de performance, de poker, de plein de choses. Il adore le sport. Entre autres. Ouais. Exactement. Je peux en parler des heures comme tu as pu. Ah ouais, 8 heures. J'ai perdu mon œil gauche depuis ce jour-là. Comme tu as pu voir. On va venir, on va commencer quand même. Je pense qu'il y a un moment, faut se lancer. Donc merci d'être le premier cobaye de cette émission. Mais écoute, je suis ravi d'être le premier cobaye de cette émission. Qui à ce jour n'a pas encore de nom. Même si je pense que quand elle sera diffusée, il y aura quand même un nom, j'espère pour moi. Je te le souhaite. Et du coup, je suis hyper content de t'avoir parce que ça fait quelques mois qu'on se connaît maintenant. Maintenant, je pense qu'on peut se considérer comme amis. Oui, bien sûr. Et au final, donc c'est super bien de pouvoir faire déjà quelqu'un que je connais pour la première émission et surtout, de toute façon, dans tous les cas, c'était quelqu'un que je voulais rencontrer et je l'avais pas mal spammé à l'époque pour pouvoir te rencontrer parce que voilà, je présente Onur brièvement, tu te présenteras mieux que moi après. Donc du coup, t'es écrivain, t'es fondateur de la publication Essentielle sur Medium. C'est ça. Qui est, si ce n'est pas la première, en tout cas une des plus suivies sur, mais je pense que c'est même la première en France. Alors en fait, t'as Medium France qui a fermé ses portes en 2007. T'as Twitch, donc c'est Amazon, tu peux même pas concurrencer, mais encore eux sont pas actifs, donc c'est que de contenu de jeux vidéo ou de promotion. Et t'as Essentiel qui est juste derrière. Donc pour moi, j'estime qu'Essentiel qui est la publication francophone la plus active et numéro 1 de ce point de vue-là. Je pense, en tout cas, moi c'est la seule que je suis en français en tout cas, voilà. et celle qui revient souvent. Où j'ai eu la chance aussi, merci d'avoir quelques articles publiés les dernières années. Et c'est vrai que Essentiel permet aujourd'hui à Medium de se faire connaître en France, que moins réussi Medium France. D'ailleurs, c'était 2017, tu avais dit que ça existe. Début 2017, Medium. Medium, c'est peut-être pour les gens qui connaissent pas, si tu peux expliquer. Oui, alors Medium, c'est une plateforme de blogging minimaliste dont le fondateur Evan Williams, qui a cofondé Twitter aussi, s'est dit il y en a marre de la pub sur Internet, il y en a marre de ces annonceurs qui vont un peu pervertir ou bien des personnes qui écrivent. Il s'est dit je vais créer Medium qui va permettre à n'importe quiconque qui a une histoire, qui a un projet, qui a une envie de partager une pensée, un secret, une façon de faire des apprentissages au monde, et bien de se lancer directement en créant un compte et en publiant. En plus, Medium a été reconnu comme étant dans l'éditeur de texte comme l'un des plus agréables et les plus faciles à utiliser. C'est vrai, moi je l'utilise même pour ne pas publier sur Medium pour mes écrits perso ou en dehors, parce que c'est vrai que c'est très clair, c'est agréable d'écrire sur Medium. Et du coup je t'invite aussi parce qu'il y a une actu qui est pour le coup c'est vraiment actu chaude là. Tu vas bientôt publier ton premier livre. Tout à fait. Livre de non-fiction, de développement personnel. Oui. On va avoir le temps d'en parler en détail. Peut-être que tu peux donner le titre déjà pour donner une idée. Je sais pas si c'est... Oui, c'est possible, parce que j'ai révélé la couverture récemment. Donc le titre du livre va s'intituler, mon premier livre aux éditions Erol, Petite habitude, grande réussite, ça c'est le titre, et le sous-titre donc qui définit la promesse, 51 pratiques inspirantes pour devenir la meilleure version de soi-même. D'accord, très clair, au moins le titre on sait ce qu'on achète quand on prend le livre. Et du coup l'idée c'est qu'on va revenir un peu sur ton parcours, parce que j'ai l'impression que
qu'on arrive, alors je sais pas si on appelle ça un carrefour de vie, mais c'est une milestone qui est importante, je pense, dans ton histoire là, parce que les dernières années sont, même peut-être même toute ta vie, arriver, j'ai l'impression à pouvoir sortir ce livre qui résume vraiment, j'ai l'impression, tout ce que tu as appris en fait depuis des années, de ce que j'ai cru comprendre dans ton parcours. Et du coup, j'aimerais revenir déjà sur ton enfance. Quel genre d'enfant t'étais, du coup, comment t'as grandi? Alors déjà, il faut quand même préciser un peu d'où je pars, je pense, par rapport à l'enfance. C'est-à-dire que j'ai grandi de parents immigrés. Donc, je suis fils d'immigrés. Ma mère ne s'est arrêté l'école à l'âge de 10 ans, donc elle ne sait ni lire ni écrire. Donc déjà, je pars avec un handicap social quand même qui est assez fort. Et t'en parles dans ton livre, justement. J'en parle effectivement. Pas né sous la bonne étoile. Ouais, c'est dès l'intro, c'était une référence un peu à IAM, justement le morceau On n'est pas né sous la même étoile. Bonne référence. et puis écoute, ouais, déjà tu pars de là, donc ta mère qui sait pas lire ni écrire, tu grandis avec une famille monoparentale, tu vois quand même des choses qui sont pas très amusantes, je vais pas non plus m'étendre là-dessus, c'est pas le but. En tout cas oui, tu pars avec un certain retard. Et donc en fait très tôt, ma mère, le seul moyen qu'elle a trouvé pour pouvoir canaliser un peu l'énergie que j'avais, c'était de me mettre devant un écran. Donc il y avait une télé, ou bien il y avait la PlayStation, la Game Boy, Pokémon, Tekken, quoi. Ouais, t'as commencé à quel âge, du coup, ces jeux vidéo? 6 ans. Ouais, 6 ans. Ça va, 6 ans, il y a pire aujourd'hui. Il y a pire, ouais. C'est vrai que oui, c'est clair qu'aujourd'hui, quand tu te dis que maintenant t'as des enfants de 3 ans, 4 ans qui ont des tablettes, même moins. Voilà, même beaucoup moins. Enfin, c'est quand même, je trouve ça, ça montre toute l'étendue parfois des décisions à court terme qu'on prend et qui ne prennent pas du tout en compte le temps long. Et d'ailleurs, le livre, l'un des postulats du livre est justement d'aider les gens à clarifier un peu leur rapport avec le temps long. Et en partant de mon enfance, en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, je partais de très bas, d'une éducation très précaire à l'école. Ça avait un impact. Enfin, du coup, tu as commencé à 6 ans, donc c'était le OCP, quand on va dire, ouais. Entre en primaire. Est-ce que ça a eu un impact sur l'école, du coup, directement? Tu l'as senti dès la primaire ou il n'y avait pas trop de problèmes? Oui, bien sûr. Au début, j'étais plutôt un bon élève, on va dire, dans le sens où c'était plutôt simple. Après, c'était jusqu'en CE2, enfin, quand même pas non plus loin. Voilà, c'est facile. Mais c'est là où c'est vrai que si on peut parler d'éducation, c'est là où il y a beaucoup de choses qui jouent aussi. Il y a des jeunes, quand ils arrivent au CE2, CM1, CM2, on sait déjà qu'ils vont avoir de grandes difficultés parce qu'en fait, on sous-estime beaucoup la maternelle. Et en fait, il y a des élèves, malheureusement, on sait déjà qu'ils n'iront pas au bac général, en tout cas. Dans l'éducation, et ça se sait très tôt finalement, donc c'est des années importantes, même si on les sous-estime quand on est plus grand, après on oublie l'importance. C'est effectivement vraiment intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de personnes effectivement beaucoup d'élèves malheureusement qui, à cause justement d'une erreur, que ce soit au niveau de la lecture, ils n'ont pas maîtrisé la lecture syllabique, ou bien ils n'ont pas réussi à compter, ils n'ont pas réussi à lire, ils n'ont pas réussi à valider les compétences qui étaient justement définies en amont par un programme scolaire, qui se retrouve tout d'un coup enfermé dans une case qui est cet enfant-là n'a pas appris, n'a pas acquis ou assimilé les compétences, donc il se retrouve du coup écarté. Et j'en parle parce que, là j'en parle pas dans le livre, mais en tout cas ma grande sœur, elle a fait une SECPA. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un peu une classe où, j'allais dire, qui est réservée à des élèves qui sont un peu en retard, entre guillemets, sur le plan de l'éducation, selon en tout cas les programmes. Donc du coup, on les confine entre eux, et ils ont des programmes un peu plus faciles. Et puis c'est pas simple même au niveau social, parce que du coup, on est un peu montré du doigt par les autres élèves. Surtout c'est très dur au collège, c'est pas où les gens sont les plus sympas, on va dire. Donc ça, c'est pas simple, et du coup, j'imagine que toi, t'as dû essayer de te dire, je vais essayer d'éviter la SECPA. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé, du coup. Alors quand même pas jusque-là, je pense pas que j'avais une telle conscience de me dire, moi je savais pas ce que c'était à l'époque, mais non, moi c'était en CE2, donc je t'ai dit, je jouais aux jeux vidéo, Pokémon, Tekken, donc j'étais peut-être le meilleur dresseur à l'époque, je pense. Mais non, puis il y a eu effectivement des conséquences, puis à 8 ans, ça je pense c'est héréditaire, j'ai eu le myopie qui s'est développée, mais je pense pas que c'est le jeu vidéo, enfin ma mère croyait que c'était lié à ça, mais bon, forcément, elle a peur, la mère. En 2 ans, c'est pas possible. Donc c'est aussi parce que c'est mon géniteur qui a forcément qui a la myopie, donc du coup il me l'a donné. Mais non, donc il y a eu ça, puis après effectivement, si on arrive au collège, j'ai quand même, ça se passait plutôt bien. Mais après, on arrive en 5e, tu sais, en maths avec le théorème de Pythagore, et là, il faut commencer un peu à suivre, tu vois, il arrive un peu progressivement les équations, des programmes qui réclament un peu plus maintenant de conceptualisation au niveau des maths. Là, tout d'un coup, c'était un peu galère.
Mais j'ai eu la chance d'avoir fait allemand LV1 parce que sans ça, j'aurais pas eu des amis formidables qui m'auraient accompagné, qui m'auraient aidé à réussir les DM par exemple, ou bien à être. C'est rare allemand LV1. Enfin, faut avoir envie. Au départ, c'était pour les bagnoles que je voulais faire. T'aimes bien les Mercedes, exactement, les Audi, Audi, à l'époque. Maintenant. Et juste par rapport aux jeux vidéo, ça t'a suivi pendant toute ton enfance, adolescence et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté, tu penses, le jeu vidéo? Parce qu'il y a quand même ce temps long quand même qu'on peut retrouver dans le jeu vidéo. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose Je suis partagé, je dirais que ça dépend sous quel angle on regarde ça. Moi, je sais que j'avais lu que, par exemple, que les gamers, donc principalement, là, en plus, c'est marrant, lorsqu'ils dépassaient l'âge de 21 ans, ils avaient déjà passé 10 000 heures à jouer aux jeux vidéo. Alors c'est marrant, 10 000 heures, si on fait le parallèle, 10 000 heures, ça correspond à la pratique délibérée qui correspond en fait au nombre d'heures pour développer une maîtrise. Être excellent dans ce qu'on fait. Donc, à savoir, est-ce qu'il vaut mieux laisser des jeunes jouer 10 000 heures aux jeux vidéo avant 20 ans, ou bien 10 000 heures, je sais pas, ça peut être pratiquer un instrument, pratiquer un art oratoire, vraiment s'impliquer dans un domaine qui leur plaît. Je préférerais savoir que tous les étudiants ou les futurs étudiants passent 10 000 heures dans un domaine qui leur plaise, plutôt que 10 000 heures dans un jeu vidéo. Alors après, est-ce que c'est pas dans le jeu vidéo, on voit bien avec l'e-sport aujourd'hui. Est-ce qu'un jeu vidéo qui n'a pas, alors c'est peut-être mon côté qui aime énormément la compétition, mais un jeu vidéo qui amène à devoir progresser quand tu joues notamment online, a des vertus justement aujourd'hui qui sont très utiles dans toute la vie après, parce que apprendre, se développer des compétences, rencontrer des personnes, c'est des choses qui sont assez très importantes, je pense, dans la vie professionnelle et personnelle, et le jeu vidéo le permet. On le voit avec l'e-sport aujourd'hui. On voit les temps longs. Moi, je vais prendre mon cas personnel. Donc, pendant longtemps joué au poker, c'était mon activité principale. Mais malgré tout, j'étais pas capable de jouer beaucoup d'heures d'affilée. J'avais pas cette capacité du temps très long. J'étais limité à 2 heures, par exemple, 2 heures de concentration, 2-3 heures maximum par jour. Là où des amis pouvaient jouer 6, 8 heures, 10 heures, parce qu'ils avaient eux développé les compétences quand ils étaient petits de geeker. Enfin voilà, du coup c'était un exemple où ça pouvait être intéressant. Je suis partagé parce qu'il faut quand même pas oublier qu'à la base un jeu vidéo ça reste un bien de consommation. Ça a été créé par une équipe de développeurs, il y a une équipe marketing derrière qui va se charger de proposer l'offre aux bons joueurs. Et c'est vrai que maintenant quand on voit le jeu vidéo tel que c'est aujourd'hui, ça a pris tellement de dimensions. C'est-à-dire que tu as effectivement l'e-sport comme tu l'as vu, donc dans des compétitions, il y a des joueurs professionnels qui s'entraînent jour après jour pendant des heures pour devenir les meilleurs dans ce qu'ils font. Mais je pense qu'effectivement, ça dépend comment, encore une fois, on utilise l'outil. Mais principalement, il ne faut quand même pas oublier d'où ça part. C'est un bien de consommation. Donc le but, c'est qu'on rend les gens accros à des jeux. Il y a carrément des game designers, donc des gens qui conçoivent des niveaux, qui conçoivent des musiques, en plus pour immerger le joueur naturellement dans un état de flow, donc de concentration optimale où il oublie carrément le temps. Donc c'est des musiques où il n'y a pas de paroles principalement, des musiques, je sais pas, t'écoutes un Zelda, t'écoutes un Final Fantasy, t'écoutes un Xenoblade ou bien Kingdom Hearts. T'as des morceaux justement comme ça qui te font oublier le temps. Et c'est fait à dessein, c'est fait exprès. Donc, et ça va pas s'arranger quand on voit la VR aujourd'hui, la réalité virtuelle qui est en train d'émerger et qui va pousser le jeu vidéo à une immersion totale, et on ne saura plus différencier la réalité du virtuel dans quelques années bientôt. Malheureusement. Donc ce qui est pas forcément. Donc toi t'es plutôt contre ce genre de technologies qui te font sortir de la vraie vie. Bah oui, tu viens de le dire, qui te font sortir de la vraie vie. C'est-à-dire qu'on ne dit plus la vraie vie. En fait, moi, ce qui me surprend dans le jeu vidéo, c'est que c'est marrant, c'est pas le thème, mais bon, pourquoi pas, on en parle. C'est ça, que on dit ce qu'on veut. On dit ce qu'on veut. Non, ce qui m'interpelle, c'est que à quel âge on passe beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo? Généralement, c'est l'adolescence. Et c'est marrant, c'est là justement où on est censé avoir le plus d'énergie, où on est le plus rebelle, où justement on est le plus difficile à canaliser. Et c'est marrant de voir qu'il y a autant de personnes qui sombrent dans le jeu vidéo, parce que c'est une manière justement de retrouver des récompenses qu'ils n'auront pas dans la vraie vie. Par exemple, quand tu vas dire à quelqu'un pourquoi tu joues à un jeu vidéo, il pourrait te répondre, je dis pas que c'est une vérité, il pourrait te répondre parce que lorsque je joue à tel jeu, je me sens puissant, je me sens respecté, je me sens valorisé, et j'ai l'impression vraiment de grandir. Et je vais lui dire, mais pourquoi tu fais pas ça dans la vraie vie? Pourquoi tu ne montes pas en niveau dans la vraie vie? Comment se fait-il que le jeu vidéo justement canalise cette énergie-là et te l'aspire à travers des règles, des scores, cette règle de performance qui peut être bonne dans un côté, mais quand elle est trop stimulée, trop exaltée, tu sombres dans une addiction et qui n'est pas forcément bonne, parce que tu es en train de lier une partie de ta vie au lieu de lier ça à ce qui fait l'essence d'un être humain, c'est-à-dire les liens sociaux, la créativité, l'innovation, la survie, la reproduction aussi. Tu déverses cette énergie-là à travers
des cubes 3D, enfin des règles, et je trouve ça un peu triste. Ça peut être bien, mais très néfaste aussi. C'est vrai. Je vais continuer sur ton parcours du coup. Donc au niveau de tes études, Oui. donc, au lycée, on passe. Après, qu'est-ce que tu as fait comme études post-bac? Alors les études, c'est un long sujet. Moi j'ai fait un bac STI. C'est intéressant à relever parce que. Explique-nous. Oui. Alors un bac STI, effectivement, je crois que ça n'existe plus maintenant. J'ai fait un bac STI en spécialité électrotechnique, qui en fait c'est un bac qui me prédestinait à programmer et à maintenir des automates programmables. Et ça me correspondait pas du tout. Donc j'étais très très mal orienté. Moi j'ai plutôt un profil littéraire qui s'est manifesté. D'ailleurs c'est grâce à mes notes d'histoire, de géo Que t'as eu le bac. et de français que j'ai pu passer avoir mon brevet des collèges. Ah déjà. À quelques points. Donc déjà ça, tu vois, ça commençait bien un peu difficile. Parce que justement l'addiction aux jeux vidéo m'a parcouru, il m'a jamais quitté à ce moment-là. Donc là, t'es néfaste, clairement. Non mais clairement ouais, ça t'empêche de bosser. Quand tu rentres, tu allumes la console et c'est vraiment pas bon quoi. Mais ça m'a quand même permis, après le bac STI, de mon bac, c'est une histoire assez incroyable, je raconterai pas dans le livre, mais j'avais une chance sur 6 de l'avoir, parce que j'étais en spécialité électrotechnique, et je détestais la pratique, justement. Pourquoi une chance sur 6? Parce que il y avait parmi les épreuves à spécialité, donc, voilà, les fameuses F9, il y en avait une qui était, il y en avait donc, je crois qu'il y avait 12 épreuves, on va dire 6 épreuves potentielles, okay. Et j'avais révisé uniquement celle qui était la plus simple. Et tu tires au sort et t'es tombé sur la bonne. Ouais. Et je crois que ce jour-là, la veille, je me suis mis à prier, quoi. Alors que je suis pas religieux, rien, j'y crois pas du tout, mais je me suis mis à joindre mes deux mains et à me dire, si un ange gardien existe, j'aimerais avoir ce sujet. Et je l'ai eu. Qui se manifeste demain. C'est incroyable. Donc. C'est une sacrée histoire. Ouais, c'est assez dingue. Ouais. Et je l'ai eu mon bac. Ouais. Et pas des moindres en plus, parce que par rapport à mes notes, j'étais parmi, je pense, celui qui avait le moins de chance de l'avoir. Même mon prof principal, Monsieur Roger, mais il a fait ça pour me provoquer un peu. Il m'avait dit, si tu continues comme ça, tu n'auras pas ton bac. Et c'est un peu des phrases qui te piquent un peu à ton ego, qui peuvent soit te déprimer un peu, parce que tu te dis, ok, à quoi bon, quoi. J'ai passé 2 ans à étudier et on me dit que je l'aurais pas. C'est vrai qu'ils se rendent pas compte, des fois, les professeurs, l'impact d'une phrase. J'en ai déjà eu aussi. Je pense qu'on a tous eu à un moment ceux qui n'ont pas forcément été très en réussite au niveau scolaire. Voilà, quelqu'un qui peut casser comme ça casser ta dynamique, quoi. Te faire pas de confiance en toi, et du coup, heureusement t'as pu t'en sortir. Mais moi j'ai une question par rapport à, tu parlais de lecture, ça a commencé à se manifester déjà, la lecture c'est depuis toujours ou c'est... Alors, ça va te surprendre, c'est pas depuis toujours. Okay. Non, c'est vraiment... j'ai vraiment amorcé la vraie lecture, vraiment, ça va vraiment surprendre, je pense, les auditeurs, en 2016. D'accord, donc en fait la lecture est liée à ton désir de mieux comprendre le monde, mieux comprendre ton potentiel, élever ton potentiel. Donc le développement personnel est arrivé avant la lecture, du coup, si je comprends. Ouais, c'est ça qui est assez marrant, c'est que beaucoup de gens peuvent peuvent me prêter on va dire des aptitudes un peu précoces. Mais en fait, non, la vraie lecture, ça a vraiment démarré vraiment en 2016, quoi, parce que c'était une période où j'allais pas spécialement très bien, faut être honnête. J'avais sorti donc mon Master 1, donc tu me parlais de la question de quel diplôme, donc Master 1 en Infocom à la Sorbonne Nouvelle Paris 3. T'en es content de tes études? Vaste sujet. On vit en France, donc les études ont forcément une étiquette sur le statut social. Quand tu dis que tu sors avec un Master 1 Infocom à la Sorbonne Nouvelle, le nom Sorbonne Nouvelle, tu vois, à l'international peut un peu clinquer. Mais sur les faits, le Master 1, c'est un bac un peu bâtard. Il veut à la fois tout et rien dire. C'est pas comme si t'avais un bac, t'es entre bac plus 3 et bac plus 5, t'as pas fait de mémoire, enfin en tout cas t'en as fait un début mais tu l'as pas achevé à travers un master de recherche. Donc moi dans mon cas non, la fac a été je pense une très belle expérience sur le plan de la liberté intellectuelle, vraiment pour sortir, voir des gens, se lancer dans des associations. J'avais fait une émission de radio aussi, qui s'appelait Tout près de vous, sur Radio Campus Paris. J'avais 21 ans à l'époque, j'avais une équipe de 10. C'était vraiment une belle expérience. Tu gérais une équipe de 10 personnes, du coup c'était associatif dans les facs, c'est ça? C'était à la fac directement? Non, c'était à Radio Campus Paris, c'est une radio associative étudiante. Ah d'accord, ok. Et puis... Et tu faisais quoi du coup? J'animais et je produisais l'émission. Donc toutes les semaines, il y avait un invité, puis on prenait un thème étudiantin, et puis on le décortiquait, puis on essayait justement d'en parler avec un ton un peu décalé, décomplexé. C'était sur quel type de sujet? Il y en avait plusieurs, mais tu peux avoir la mutuelle étudiante, tu peux avoir les soirées étudiantes, tu peux avoir le sens des études, tu peux avoir... C'était quand même très axé sur les étudiants, la vie étudiante. Mais c'est vraiment ça, c'est Radio Campus Paris, donc c'est la radio des étudiants, enfin en tout cas... Et c'était vraiment un très beau tremplin, parce que grâce à ça, après j'ai pu aller à France Culture. D'accord. Parce que t'as un stage incroyable. J'imagine. Ouais. Et du coup, de sentir quoi de ces deux expériences dans les médias, la radio, qu'est-ce que ça t'a apporté comme compétences, connaissances?
En tout cas, la radio, je pense que l'émission m'a permis d'affirmer mon leadership. Le côté, j'aime bien effectivement donner mon avis, on va dire rassembler les gens autour d'une cause commune et d'incarner un peu cette dynamique pour que les gens puissent avoir envie d'apprendre, de rêver, d'en faire plus. Et puis de l'autre, la radio à France Culture, ça a été un stage incroyable. Enfin, je veux dire, t'es à la maison de la radio, 100 000 mètres carrés d'infrastructures qui sont chargés d'histoire. Et c'est un bâtiment qui te contemple, quoi. C'est vraiment impressionnant. Et j'ai adoré ces 6 mois passés parce que c'était vraiment, tu rencontres des gens un peu connus forcément, tu rencontres des techniciens qui ont une humilité, et un savoir-faire qui sans eux en fait l'émission ne tournerait pas. Et ça m'a vraiment appris, je pense, l'humilité parce que j'étais tout feu tout flamme et je voulais absolument mon émission. C'est marrant, on dit comme ça. Au stage, je voulais leur dire, je vous donnais moi mon émission là. Ouais, enfin une émission, enfin un podcast en tout cas. Et c'était d'ailleurs pour parler, mais j'ai réussi à le suggérer 1 mois avant la fin de mon stage parce qu'ils ont voulu me tester. Tu vois, ils ont voulu me dire, ok, est-ce que Onur est fiable, est-ce qu'on peut compter sur lui. Et je me souviens qu'à l'époque, mon maître de stage, François Carle, un homme vraiment intelligent, très cultivé, qui me fout un peu des complexes d'ailleurs, parce qu'il y avait toujours le bon mot, des références comme ça qui m'impressionnaient. Bon, après j'avais 21 ans à l'époque. Il était parti en vacances pendant 1 mois. Il m'a dit tu gères le site, parce que moi je gérais en fait le site France Culture Plus à l'époque. C'est un site en fait qui a une vocation justement de créer des programmes radio pour capter une audience jeune. Et c'était une bonne expérience. Je pense que j'étais au bon endroit, tu vois. Donc il y a aussi des podcasts notamment. Donc, France Culture est bien connu pour. Il y a beaucoup de gens qui écoutent les podcasts. Parce que moi j'en écoute pas beaucoup pour être honnête, mais c'est assez réputé. Ouais. Et du coup, donc je pense qu'à partir de cette phase-là, tu t'es dit c'est intéressant de créer son propre contenu. Enfin, je sais pas si c'est là qu'a peut-être commencé un peu les prémices de se dire communiquer, diffuser de l'information. Écrire peut-être, je sais pas si. Pour être honnête, non. France Culture, c'était vraiment un stage. Il y avait un peu le côté. J'avais envie d'être là-bas, quoi. Je dirais en plus, ce qui est rare, c'est qu'à l'époque, il m'avait dit normalement, on n'accepte pas les stagiaires qui sont à la fac. Alors, ils prennent tous Sciences Po, grandes écoles et tout. Moi, j'étais à Paris 3. Paris 3, c'est pas forcément, c'est la fac. Donc, c'est pas l'école privée ou l'école avec un grand nom, avec un grand prestige. Enfin, pas au sens auquel on peut s'y attendre ou on l'entend, mais ça a quand même été une porte parce que ça m'a permis après plus tard de faire d'autres stages. J'ai fait aussi un stage dans une boîte de crowdfunding pour le cinéma où j'ai même parlé à certains réalisateurs ou bien des gens qui avaient des projets dans l'audiovisuel, donc on comprend un peu comment ça marche, tu vois. Ça s'appelait comment la société? Ça s'appelait Tous Coprod. Ça, je pense que ça a fermé ses portes en plus. Ça a fermé. C'était un crowdfunding spécialisé dans le milieu du cinéma. Dans l'audiovisuel, ouais. Audiovisuel, et je m'en souviens avoir discuté avec Arnaud Burgot qui était le directeur, enfin qui est toujours le cas d'ailleurs, qui est directeur de LUL. Pour mon stage, parce qu'en fait, pour mon mémoire, parce que j'avais un mémoire sur le crowdfunding, il m'avait dit, c'est marrant, il a vraiment été bon. Je trouve là-dessus, il m'a dit dans 5 ans, tu verras les seules boîtes de crowdfunding qui vont rester, c'est celles justement qui auront le plus de volumétrie. Et on n'est pas dans un marché de niche. Donc tout ce que prod, c'était uniquement le cinéma, l'audiovisuel. Et Ulule et KissKissBankBank, justement, c'est eux qui ont pu avoir leur océan bleu, tu vois, et capter tous les projets culturels, artistiques et de tous bords, quoi, à tester, pour prototyper. Et quand tu es uniquement sur un créneau, en plus de surcroît qui est quand même difficile à pouvoir financer, c'est comme les films, donc il y a une notion un peu subjective, c'est pas forcément utile, contrairement à un outil qui peut être une glacière portable avec haut de gamme, tu vois. Mais non, d'ailleurs je m'en souviens, ça a été un stage assez difficile. Je pense que ça a été un déclic, on va dire, où je me suis dit jamais je voudrais salarié. Je pense vraiment ce stage de 6 mois. Tout ce que prod, ça a été de voir un peu la routine, tu vois, les gens qui sont dans leur routine, un peu la grisaille. Tu t'es projeté dans 20 ans. Ah ouais, non mais après je voulais pas bosser là-bas, mais parce que moi au départ je voulais, j'avais même été pris vraiment à KissKissBankBank, mais il m'avait dit dans les délais. Bref, c'est une question de délai qui a fait que j'ai pas pu. Mais normalement, ouais, j'avais KissKissBankBank, donc la plateforme plus généralisée. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais vraiment prêt pour bosser pour KissKissBankBank. Donc c'est marrant de se dire, heureusement que j'ai pas été pris, parce que si j'avais été pris, j'aurais pas le même parcours, c'est évident. Donc il y a eu effectivement un dégoût de salariat assez précoce, pour le coup, et qui m'a dit, non, je peux pas, je me vois pas du tout me lever pour ça, quoi. Ça m'inspire pas, ça me fait pas vibrer, hors de question. Ouais, je connaissais pas trop cette partie, donc Ouais, je vais pas tout raconter dans le livre. J'ai entendu dire que tu avais coécrit des sketchs pour un one-man show. Pour un humoriste. Un humoriste. Ah, c'est une belle histoire. C'était quand ça? C'était 2000. Alors, il y a la rencontre d'abord en 2011. Donc là, j'avais 20 ans à l'époque. Et en fait, il y avait Europe 1 qui avait organisé un concours estival pour trouver des chroniqueurs culturels pour une émission.
Et puis ils avaient organisé un concours et donc il y avait 717 personnes, je m'en souviens encore du nombre, 717 personnes qui sont réunies, qui ont passé en gros le concours, enfin une sorte de concours. En fait, tu passais devant un photomaton avec un micro et tu étais filmé et tu avais des jurés de repas, donc tu avais des gens un peu connus qui eux évaluer en fait ta chronique qui devait durer 2 minutes 30 sur un sujet de ton choix pour savoir ton niveau d'aisance, etc. Et là en fait durant la file d'attente j'ai rencontré donc Mathieu Schalk, un humoriste, imitateur, et puis une histoire incroyable, mais puis on s'est retrouvés et puis c'est un très très bon ami. Et puis en 2014 justement c'est là où j'ai voulu l'aider parce qu'il a fait aussi des chroniques dans mon émission de radio associative, donc la radio tout près de vous. Et en fait, il faisait des chroniques d'imitation parce que lui, c'est une manière pour lui justement d'expérimenter un petit peu. Là, c'était un terrain d'expérimentation à votre radio. Okay. Mais c'était. Et puis là, effectivement, je me suis un peu écrit des sketchs pour lui, coécrire. Donc là, c'était les débuts, c'était les premiers exercices d'écriture ou ça a commencé là l'écriture pour toi? L'écriture, ça dépend sous quelle forme. Tu vois, je pense qu'on écrit tous, tu vois, plus ou moins ça à son niveau. Mais là, c'est l'écriture humoristique, oui. C'est clair que c'est pas quelque chose que tu apprends. Donc, mais je me souviens que j'étais vraiment très investi à l'époque. Je voulais vraiment être auteur humoristique à l'époque. Hein. Mais heureusement, pareil. Du coup, ils ont été diffusés. Il a utilisé tes. Ouais, quelques-uns, ouais. Ouais, mais là, il est en train de préparer un nouveau spectacle. En tout cas, du coup, parce que c'est quelqu'un qui gagne vraiment à être connu. Il a vraiment beaucoup de talent. Et après, pareil, tu vois, c'est là où tu vois comment le réseau, l'accompagnement, les gens peuvent te faire ou te défaire. Donc, ou peuvent jouer aussi sur tes relations et sur le bon contrat. Mais non, Mathieu Schalk, je l'aime beaucoup. C'est vraiment un très bon ami. Et c'est vraiment une expérience extrêmement enrichissante, le monde du spectacle, d'avoir découvert un peu ça, le monde du showbiz. Un petit peu. Et après, t'as changé quand même de typologie de business, on va dire. Oui. T'es parti, la suite, c'est Bonne Gueule tout de suite ou il y avait eu autre chose? Bonne Gueule. Ah oui, Bonne Gueule. Incroyable. Incroyable ce stage. Ah ouais, c'était un blog qui est devenu un business de dingue. Incroyable cette histoire-là. Je peux en parler longtemps, mais pour résumer, c'est Bonne Gueule, ça a été pour moi le meilleur stage de ma vie. Qui aurait pu te faire devenir employé là? Ouais, potentiellement. C'est vrai que je m'en souviens que vers la fin, j'avais envie. Au départ, j'avais vraiment envie. Je me suis dit c'est bon, Bonne Gueule, c'est génial. Et après, ce qui s'est passé, c'est que durant Bonne Gueule, j'ai fait Ticket for Change. Donc, et c'est là où ça a été le déclic, vraiment le grand déclic. Les deux, c'était en même temps. Ouais, parce que Ticket for Change, c'était fin août, début septembre. J'ai pu en plus négocier donc pour pouvoir partir pendant quand même 2 semaines, m'absenter du stage. Et ça a été une très grande expérience. Je pense que c'est trop le raconter, mais c'est un grand déclic qui m'a permis vraiment de prendre conscience en fait. Et, on va juste sans rentrer dans les grands détails du coup, mais explique-nous du coup Ticket for Change, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu y as fait du coup Alors Ticket for Change à l'époque où j'y étais, parce que là ils ont récemment d'ailleurs évolué au niveau ils ont revu un peu leur vision, ils ont réaffirmé le fait que c'était maintenant plus une école nouvelle génération pour acteurs du changement. Auparavant Ticket for Change c'est né dans l'idée dans la tête de 3-4 personnes, donc Mathieu Dardaillon, Joséphine Boucher, Adèle Gallet et Boris Marcel, je crois, si je dis pas de bêtises, qui était aussi un des cofondateurs du départ. Et ils se sont dit qu'il fallait absolument créer on va dire un tour qui est inspiré notamment d'un programme entrepreneur qui s'appelle le Jaggi Triatra en Inde. Et Mathieu Dardaillon avait participé à ce programme-là, et ce programme-là consiste en fait à prendre des jeunes, 500 jeunes, et à faire un tour de l'Inde en train. De rencontrer des personnalités inspirantes, spirituelles, et de savoir un peu comment on peut changer les choses à son échelle. Et Mathieu, il a été l'un des rares étrangers à participer. Et il revient, c'est une expérience extrêmement épanouissante pour lui, enrichissante. Et il revient en France, il dit, il faut absolument qu'on réadapte ça en France. Et donc là, c'est pas des trains, mais c'est des bus. Et puis un tour de France, 10 jours, qui se découpait en 3 phases. Donc tu avais une phase d'inspiration, où on te montre qu'il était possible d'entreprendre dans l'ESS. Donc tu vois des acteurs du changement, tu vois des gens qui avaient un impact à leur échelle. T'avais après une phase d'introspection, c'est-à-dire qu'une fois que tu as vu que c'était possible, tu amorçais des réflexions personnelles pour savoir comment toi tu pouvais te transformer, trouver un peu ta quête, ta mission de vie, tes affinités, tes passions, tes modèles. Et une fois que tu te connais bien, arrive le passage à l'action. Et moi je suis resté bloqué à la phase d'introspection. Et puis au retour de Ticket, il me restait 1 mois chez Bonne Gueule. Et j'étais pendant 1 semaine, je m'en souviens, mon rédac chef qui s'appelle d'ailleurs, là il est parti, mais Lucas Maria Pragrasam, il me disait je te reconnais plus trop, qu'est-ce qui se passe, il m'a dit que je suis un peu vidé, et c'est vrai que oui, j'étais totalement bouleversé en fait par ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu. C'était un moment paradisiaque où tu passes 2 semaines, tu penses plus à l'argent, tu penses plus à l'actualité, t'es uniquement inspiré, t'es porté par les bonnes ondes, et là tu reviens dans la vie, dans le réel on va dire, mais sans airbag, et tu te prends le réel en pleine face quoi. Tu dis ok,
ce sera pas toute ma vie. C'était assez dur après, parce que t'as une phase où un peu décompression compliquée à gérer. Descendante, mais ça a le mérite au moins derrière d'avoir inspiré pour la suite de ton parcours, parce qu'a priori du coup ce serait un des débuts qui t'ont permis d'aller après vers le développement personnel. On se rapproche, j'imagine, de 2016 là coup. Oui. Et alors je sais pas si tu veux en parler juste avant. Par rapport à Bonne Gueule, il y avait quand même ton mentor du coup, si j'ai bien compris. Alors, c'est important d'en parler. À l'époque, c'était pas mon mentor, Benoît. C'était le dirigeant du coup il est toujours dirigeant. C'est lui qui a cofondé Bonne Gueule. Effectivement, ça part en 2007. Il a créé une partie d'un blog. Je crois qu'il a écrit son premier article le 12 juillet 2007, si je dis pas de bêtises, sur H&M. Je me rappelle encore, je crois. Et puis c'est parti d'un article qui est devenu. Il a réussi à bâtir un empire. Il a rencontré son associé Geoffrey Bruyère, un mec qui est. Moi, je connaissais plus Geoffrey qui avait fait pas mal d'interviews aussi. Geoffrey, c'est incroyable. C'est un viking de la croissance, quoi. Il pense, c'est stratégie, vision, partenariat. Il est incroyable, quoi. Extrêmement proactif, très efficace. Et Benoît, c'est plus la vision, le produit, la communauté. Il a vraiment gardé cette touche-là. Et Benoît, à l'époque, n'était pas mon mentor. Benoît, d'ailleurs, il m'intimidait un peu. Je m'en souviens lors de l'entretien pour le stage. Il y avait donc Lucas qui était le rédac chef et Benoît. Et quand je faisais des blagues, Lucas rigolait, mais pas Benoît. Donc imagine, tu fais des blagues, t'as un qui rigole et t'as un qui te regarde de manière stoïque, on va dire passive, mais tu l'impressionnes pas, quoi. C'est pareil avec mon associé dans Fetch, la boîte que j'ai montée avant. Mon associé, lui, moi je me marrais des fois pendant les entretiens et lui il disait rien, il faisait peur un peu, je pense. Il disait une phrase pendant l'entretien. C'est genre la question ou la phrase qui tuait. Et du coup tu sais pas sur quel pied danser, quoi. Et donc au départ j'étais un peu intimidé, puis après en fait tu découvres qu'il est très pro et que il ouvre son cœur vraiment aux proches, quoi. Et ça, je l'ai compris plus tard, quand justement au moment de mon pot de départ de Bonne Gueule, quand j'avais fait un discours, une sorte de sketch en plus d'un quart d'heure, en fait, où je dépeignais un peu les caricatures un peu certains, et je faisais des vannes et tout, c'était très très sympa. Il m'a offert des cadeaux, et il m'avait offert 3 livres. Donc le Personal MBA de George Kaufman, qui est un peu la synthèse ultime de l'entrepreneuriat, mais aussi un peu dont le postulat de départ est de dire en gros, vous n'avez pas besoin de payer 40 000 euros pour faire une école de MBA, donc Masters of Business of Arts, je crois, qui est une sorte de grand diplôme, super diplôme de commerce aux États-Unis. Il m'a dit très cher. Voilà, très très cher. Il dit 40 000 $ pour l'année. Et il avait dit juste lisez ce livre-là. J'espère qu'avec ça vous pourriez, si vraiment vous donnez les moyens. Puis c'est un livre qui t'ouvre après à lire justement tous les livres, parce que du coup il résume les livres. Et il y a, je sais plus, il doit y avoir une cinquantaine, 99, centaine même de livres. Presque, c'est fou. C'est vrai que moi j'étais tombé dessus aussi très tôt dans mon parcours. C'est un bon livre. Un livre incroyable. Donc, il m'avait offert ce livre. Il m'avait offert aussi le livre Business Model Nouvelle Génération, donc de Yves Pigneur et Alexander Osterwalder, qui justement montre comment on peut concevoir des modèles économiques innovants en renvoyant un peu sa chaîne de production. Et de valeur aussi. Et puis après, moi, c'est un livre qui était une BD qui s'appelle Economics, qui vulgarise un peu en fait l'économie en BD avec pas mal d'humour. Le livre vraiment que j'ai vraiment le plus parcouru, c'est vraiment le Personal MBA, quoi. Mais c'est vraiment parce que je l'avais pas lu tout de suite. Je l'avais lu, je crois, 5 mois après, voire vraiment 1 an, quand j'ai compris la valeur de ce livre. Je me dis et ça m'a vraiment après inspiré pour plus tard pour écrire. Mais ça a été donc Benoît, je l'ai c'est plus tard ça. D'accord. Bon, on y reviendra du coup. Ouais. Donc là, on est quoi, en 2015, quelque chose comme ça? Là, on est fin 2015. J'ai participé à Ticket for Change. Après, j'accélère, sinon ça va être trop long. Je le sens, c'est que je suis un bavard. Il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets encore. Quand je vois ta feuille, je vois qu'il y a 2 pages et qu'on a à peine abordé 3 à 4 sujets sur 50. T'inquiète, ça va bien se passer. mais donc moi, c'est à partir de 2016 que j'ai commencé à te voir sur Internet. On va te voir, c'est sous tes articles, parce qu'au final, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au final, on sait pas beaucoup de choses sur ta vie personnelle. Il y a pas grand chose sur Internet. Au final, tu fais pas forcément plein d'interviews sur ta vie perso, en tout cas. Donc c'est pour ça que je suis très content aussi qu'on puisse en discuter un petit peu, qu'on s'étend un peu sur le parcours. Et du coup, donc 2016, donc là, c'est le début des publications des articles. Moi, je t'avais connu. Notamment sur ton challenge de j'ai écrit un article par jour qui est traduit des meilleurs articles anglais, qui a duré un moment, c'était quoi, 2-3 mois comme ça. Alors pour revenir à l'origine de ce projet, oui, c'était ça, c'est l'époque où j'ai lancé Essentiel, ça c'était en 2017. Mais si je te fais un historique rapide, j'ai commencé à écrire sur Medium en mars 2016 parce que ça allait vraiment pas bien et j'étais vraiment au bout de ma vie, dans le sens où j'étais vraiment misérable et
misérable, vraiment misérable, des mauvaises routines, des mauvaises habitudes, scotché sur le téléphone, à rien foutre, en quête de sens, comme beaucoup quand on est un peu paumé, perdu. Qu'est-ce que je vais faire avec un diplôme de master, un master d'infocom, et puis il y avait aussi l'expérience Ticket qui m'a bouleversé sur le plan personnel, de me dire, tu vois, où suis-je, qui suis-je, enfin, tu te remets un peu en question. Et j'ai pas forcément de réponse. Et puis après, je suis arrivé à un seuil, je me suis dit, il faut absolument que je voulais comprendre pourquoi il y a des personnes qui réussissent et pourquoi il y a des personnes qui échouent en fait dans la vie. Pourquoi il y a des gens en fait qui sont dans l'ombre et pourquoi il y a des gens qui sont dans la lumière. Et c'est là où j'ai commencé en fait à m'informer un peu. Et d'ailleurs, c'est grâce aussi à Ticket for Change que j'ai pu découvrir Medium. Avant, je connaissais pas Medium. J'avais aucune notion de cet outil, je connaissais pas du tout. Et en mars, donc, je me décide d'écrire un article qui était en plus, je m'en souviens, sur la créativité. C'est une ex-employée de Pixar qui expliquait en fait comment on pouvait être plus créatif. Amy Coates, je crois, son prénom de mémoire. Premier article en mars 2016. Et là, ça a démarré. Donc, j'ai progressivement pris confiance. Je me suis mis après à écrire un portrait sur Peter Thiel, premier chèque de Facebook, cofondateur de PayPal. Enfin, Zero to One, évidemment, que l'on dit très très connu, qui a inspiré pas mal de personnes. T'en penses quoi de Peter Thiel? Wow. Est-ce qu'il est un peu libertarien? C'est un personnage qui est assez fantasque, quoi. Qui se met des transfusions sanguines. Voilà, j'allais le dire. Un vampire, quoi. Bon, c'est impressionnant. Non, c'est quelqu'un qui, je pense, par son parcours extrêmement brillant. Sinon, il n'en serait pas où il en est, il n'aurait pas autant d'argent. Parce que l'argent, je pense, sur le plan entrepreneurial, c'est radical. Si t'as raison, t'en gagnes. Si tu as tort, t'en perds. Donc, Thiel, il a dû quand même avoir pas mal sacrément raison pour être aussi riche sur le plan financier. Mais non, ce que je retiens un peu de Peter Thiel dans ce que j'ai écrit dans l'article, c'était quelqu'un qui a beaucoup de ressources, qui est très malin, qui pense un peu comme un joueur d'échecs. D'ailleurs, en plus, il joue aux échecs. Et il est philosophe aussi, donc je pense qu'il y a une réflexion. C'est vrai qu'il a fait des études de philo, comme beaucoup d'ailleurs d'entrepreneurs américains. C'est vrai. C'est intéressant. Même d'ailleurs, Oussama Amar, quand j'y pense, il a fait aussi des études de philo. Exact. Enfin, une licence, en tout cas, je sais pas s'il a fini, mais il mentionnait souvent qu'il disait, voilà, je fais de la philo. Mais souvent, il disait le parallèle, c'est que quelqu'un qui fait des études de philosophie, en fait, faut être tellement fou pour faire ça. Ouais. D'un point de vue rationnel, parce que du coup il y a pas trop de débouchés comme on dit quand on fait des études, que c'est un peu comme un entrepreneur, quoi. Un entrepreneur qui doit être complètement fou de monter une boîte, parce que y a rien de plus bête entre guillemets d'un point de vue, enfin il y a tellement peu de chances que ça réussisse, tu vois, quand tu montes une boîte, que le risk reward est pas bon. Les philosophes, c'est un peu pareil, et du coup c'est des gens aussi qui pensent aussi la société au-delà de ça, je pense qu'il y a pas mal de similitudes au final entre un entrepreneur et un philosophe, et qui essaient de comprendre le monde et du coup de trouver des problèmes et du coup de proposer des solutions après par rapport à ces problèmes. Moi je pense que c'est plutôt logique au final quand on réfléchit un petit peu pourquoi les philosophes ou les apprentis philosophes deviennent entrepreneurs après. Et en tout cas Peter Thiel, là je suis sorti du sujet, donc tu apprécies globalement ce qu'il a fait. Non, c'est ce que j'apprécie vraiment ce qu'il fait, j'en sais rien, je le connais pas particulièrement. Je sais juste qu'il a quand même un impact assez fort avec son livre From Zero to One, où je m'en souviens d'une phrase qui m'avait assez amusé à l'époque quand j'avais découvert. Il était à Stanford, parce qu'en fait son livre est un recueil en fait de ses cours de conférences, qui d'ailleurs en plus ont été réécrites qui ont été dont un étudiant qui s'appelle Blake Masters, c'est lui qui avait noté tout ça et qui a dit à Peter Thiel, alors on se confie un livre. Et il avait dit imagine, t'as un parterre d'étudiants qui sont là, qui prennent pour Dieu. Il te dit, si je fais bien mon travail, c'est la dernière fois que vous êtes en cours aujourd'hui. C'est quand même fort cette phrase, parce qu'il poussait justement à l'entrepreneuriat. Et Thiel, il a créé justement une bourse qui s'appelle la Thiel Fellowship. Vraiment intéressant. En fait, c'est quand même marrant. Normalement, avant, on donnait de la bourse, de l'argent aux gens pour qu'ils puissent aller à l'école. Maintenant, il donne de l'argent pour qu'ils quittent l'école. En tout cas, lui, il le fait. C'était quoi, $100,000, quelque chose comme ça. $100,000, effectivement, pour 2 ans. Et ce qui est dingue, c'est après, quand tu vois concrètement ce qu'il a réussi à faire, tu vois des jeunes qui sont extrêmement ingénieux, qui ont beaucoup de ressources, qui sont vraiment d'une intelligence, d'une précocité, qui ont à peine la vingtaine et qui ont, à eux seuls, je pense, si on rassemble toutes les personnes qui ont monté leur boîte après, je crois que la valorisation dépasse le milliard. Donc tout ça parce qu'il a donné un terrain fertile à ces gens-là de s'exprimer sans... Bien sûr. Après il y a une très très grosse sélection de ce que j'ai entendu. Oui, bien sûr, évidemment, bien sûr, quand tu as $100,000, même si t'es ta boîte milliardaire, il y a quand même une sélection qui distribue pas n'importe comment. Qui doit être, je pense, au moins opérée, bien sûr. Et je pense qu'elle est plutôt saine, justement. Ça, c'est comme ça, on montre les plus déterminés, les plus motivés. Et je pense c'est positif d'avoir une sorte de compétition dans ce cas de figure. Très bien. Et du coup, pour revenir par rapport à, donc, t'as commencé à écrire des articles. Oui. Petit à petit, donc, il y a eu aussi un autre événement, je pense, qui est intéressant à mentionner, c'est que tu as eu la formation Lyon. Oui. En 2016, une des premières promotions. Oui, la deuxième. Donc, Lyon, c'est je vais essayer d'expliquer, tu corrigeras si je me trompe. Donc, c'est The Family.
du coup, alors The Family, c'est toujours compliqué à pitcher, on va dire, ce qu'ils font. C'est une société d'investissement qui aide les entrepreneurs, qui a créé un écosystème aujourd'hui dans toute l'Europe qui aide les entrepreneurs à avoir la connaissance, un réseau, voilà, et qui est très puissant, je trouve, aujourd'hui. Moi, je suis moi-même impliqué dans The Family. Pour me dédouaner quand même. Et donc, du coup, vous avez créé une formation Lyon qui permet à n'importe qui de devenir employé de start-up avec des très bonnes connaissances, un très bon état d'esprit. Du coup, tu as fait partie de la première ou deuxième promo, quelque chose comme ça. Seconde promo. Et du coup, qu'est-ce que t'en tires de... Beaucoup de choses. C'était une expérience humaine forte, enrichissante, avec un fonctionnement intéressant, même si quand même assez calqué sur l'école de commerce, dans le sens un peu statut social, tu vois, donc beaucoup de sélection à l'entrée. Très dur d'entrer. Assez, ouais. Donc, mais bon, c'est marrant, on voit quand même les codes. Mais dans l'ensemble, oui, j'en retiens quand même du bon, quoi. Je veux dire, j'ai découvert des choses que j'avais jamais découvert auparavant. Donc je m'étais beaucoup intéressé au monde entrepreneurial, comprendre justement comment des gens partent de 0 à 1. Et comme beaucoup à l'époque, on découvre un peu coup d'état par hasard. Et moi, c'était grâce à une association où j'ai participé. Puis il y avait quelqu'un qui bossait pour ce Family, qui était monteur. Coup d'état, du coup. Coup d'état, alors coup d'état, oui, c'est une formation en fait en ligne pour en gros déconditionner un peu les gens à ce qu'est l'entrepreneuriat et à leur donner l'envie d'entreprendre. Et là maintenant, c'est un peu évolué. Maintenant, c'est plus pour les jeunes, plus jeunes, donc moins de 23 ans, je crois. Ouais, du coup, c'est vrai que ça s'est connu en 2014, 2015. Et c'était payant en plus à l'époque. C'était payant. Après, t'avais les vidéos qui étaient mises après sur YouTube. Mais c'est vrai que quand aujourd'hui tu parles à des entrepreneurs jeunes qui montent des startups, 8 fois, 9 fois sur 10, en fait, ils ont été éduqués aux vidéos, notamment d'Oussama Ammar à The Family, qui est un des cofondateurs. Qui est un des cofondateurs et qui, c'est vrai que ça a été des précurseurs, je pense, dans l'entrepreneuriat et surtout le monde des startups en France pour nous éduquer en fait, pour ceux qui n'avaient pas envie d'aller ou qui ne savaient pas où aller chercher le contenu aux États-Unis. Et c'est vrai que je suis toujours surpris de voir tout le monde vient de là quasiment, enfin de cette chaîne YouTube qui est incroyable, je trouve. Donc je vous conseille d'y aller si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat. Et donc du coup, donc Lyon, donc tous les samedis. Tous les samedis pendant 8 semaines, on découvre. En fait, il y avait 3 parcours à l'époque. Il y avait donc le parcours opérationnel, et le parcours développement, et le parcours growth hacking. Et après la 3e saison, il y a eu les sales. Et moi, j'étais polyvalent, donc on va dire ni dev ni dans le growth, donc opérationnel. Donc c'est le plus généraliste en fait, le plus fourre-tout. Et donc à l'issue de ces 8 semaines, donc tous les samedis, c'était à l'époque, tous les samedis, ce Family du coup, donc 23 rue du Petit-Musc. Eh bien on était accueillis par des profs, mais des profs entrepreneurs. C'est des gens qui vivent vraiment la réalité, le terrain, et qui viennent avec une sorte alors c'est pas vraiment un cours, c'est plus une sorte de discussion, d'échange, de partage de retour d'expérience. Leur retour d'expérience, effectivement. On peut montrer un peu c'est quoi la réalité en fait, d'où ça part, quelles sont les contraintes, et puis après on avait aussi des études de cas. On était invité à par exemple, je m'en souviens à l'époque où il y avait Save de Damien Morin. C'était une période où il était un peu, on va dire, où il y avait les problèmes qu'il avait connus. Il voulait savoir en fait comment on pouvait remonter, en gros, la confiance et de ses salariés dans sa boîte. Donc quelle politique mettre en place. Et donc je m'en souviens, j'avais proposé pas mal de suggestions et du coup qui ont fait un article. Enfin, moi après j'en ai fait un article après sur Medium. C'est marrant de voir comment on reconvertit un peu ces contenus. Non, mais il y avait plein. Il y avait aussi, par exemple, comment faire une étude de marché sur l'anti-café. Comment positionner l'anti-café, donc un espace on va dire, une sorte de coworking café où en fait on paye à l'heure. Donc comment justement valider ça. Enfin, valider une étude de marché pour. Non, c'est très pratique quand même. C'est très pratique, effectivement. Même si, tu vois, on comprend qu'on bosse pour un peu sous l'ombre, mais. Ouais, c'est vrai, faut pas se mentir. il y a aussi ça. Mais c'est enrichissant parce que du coup, on te donne vraiment du cas concret. Et puis, si jamais tu es très bon dans ce que tu fais, tu peux être repéré, tu peux même éventuellement être chassé, comme ils disent. On chasse le lion, au sens où c'est un vocabulaire justement pour dire en gros, une personne a été recrutée ou a signé un contrat. Et du coup, donc c'est vrai que souvent, le label d'avoir fait Lyon ouvre des portes quand même pour rentrer dans des startups, notamment celle de The Family, mais pas que. Toi, du coup, tu t'es pas dit à ce moment-là, toi, c'était pas du tout pour ça que tu l'as fait. C'était où t'as eu des propositions, t'as tenté de rejoindre une startup à ce moment-là. Alors à l'époque, c'est intéressant effectivement comme question parce qu'à l'époque, moi, je voulais absolument, en fait, ce qui nous invitait à faire, c'était faire une sorte de CV. En gros, qu'est-ce que t'as fait, enfin un CV Lyon en fait, c'est un CV Lyon qui était une diapo PowerPoint. Et après, on les reçoit parce que moi, j'étais à The Family avec Fetch et après, on reçoit à chaque batch du coup l'ensemble des ça me surprend pas ça. Et allez-y, qui c'est que vous voulez avoir, ils sont cool, ils sont forts. Ouais, parce qu'ils sont formés avec des gens avec le mindset entrepreneur employé. En fait, Lyon, c'est aussi une manière de s'approprier un peu les cultures, de s'initier un peu à l'esprit startup que beaucoup de gens peut-être n'ont pas ou ne comprennent pas. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, moi, c'était une sorte de déconditionnement, quoi. Je veux dire, je suis issu de la fac.
Donc on va dire le milieu de la théorie, de la recherche, c'est totalement aux antipodes de la startup. C'est carrément, on part vraiment de loin. Hein. Après j'ai fait Ticket qui a été un peu l'expérience entrepreneuriale mais sociale et solidaire. Donc il y a aussi une approche un peu plus vertueuse, un peu plus tournée vers comment en gros on peut à travers un projet aider vraiment les gens à travers ses compétences, ses talents, sa mission, sa vocation. Donc trouver son ikigai, c'est cette étiquette. Et puis The Family, c'est l'autre opposé, quoi. C'est-à-dire l'entrepreneuriat, mais pur et dur, quoi. Il y a une sorte il y a un côté presque manichéen, quoi. Genre, il y a le bien et le mal. Genre, c'est comme disait, je m'en souviens, Oussama disait, quand vous faites le choix de la startup, c'est la piraterie. Voilà. Donc, ça veut tout dire. Donc, c'est ce côté un peu libertarien, libéral de ouf, à outrance, et donc on dérégule à fond. Et le côté où vous faites, oui, ils recherchent des missionnaires, pas des mercenaires. Et donc, moi, à l'époque, ce qui m'avait un peu interpellé, c'est que moi, je voulais bosser pour Open Classroom à l'époque. D'accord. Et c'est marrant parce que du coup, peu après Lyon, j'ai eu un contrat freelance pour corriger des cours sur Open Classroom, en vidéo et tout. Donc c'est marrant. Et j'étais en freelance sur Open Classroom, où après, j'ai fait des rencontres vraiment incroyables. Mais ce qui est marrant, en fait, à raconter dans Lyon, c'est que j'ai pas fini Lyon, en fait. C'est que j'ai fait Lyon, là, dans la seconde promo. Mais après, il y a Megan Dreyfus, qui était donc la directrice, enfin, Dean, disent en anglais, mais en gros, directrice de Lyon. J'avais écrit un article en gros qui est d'ailleurs toujours disponible, qui racontait en fait en 20 minutes tout ce que j'ai appris à Lyon. J'avais même dit 1 minute de lecture égale 36 minutes de cours. C'est un peu un argumentaire pour donner envie de lire. Et l'article a été très bien reçu. Et Megan me dit waouh, l'article est vraiment génial, c'est vraiment top ce que tu as fait et tout. Et c'est là en fait où c'est marrant. Après c'est là où j'ai proposé à Megan de refaire Lyon, mais en écrivant les articles. Toutes les semaines, de faire un peu vivre l'atelier. Reporter un peu. Ouais, reporter un peu, c'était vraiment bien reçu. Et j'ai rencontré Oussama un peu avant, alors là, je te masse un scoop. Vas-y. Début d'année, je m'en souviens encore du jour, c'était 14 janvier, le samedi 14 janvier 2017. Je m'en souviens encore parce que c'était vraiment une très belle journée, c'était la première journée de promo de Lyon saison 3. Et puis Megan savait, on va dire, enfin, elle voulait m'arranger un truc. Et puis, à la fin de la journée, je vois Oussama et Megan, et puis Megan, on va dire, me présente et me dit, voilà, c'est lui Onur, et Oussama dit, ah, c'est toi qui as écrit l'article, le fameux article, ouais, je l'ai lu, vraiment, vraiment sympa ce que tu as fait et tout. Et après, il me dit, mais dis donc, t'aimes bien écrire? Je dis, bah, oui. Il me dit, ça te dirait qu'on écrit un livre ensemble? Comme ça, quoi. Et là, j'ai bugué pendant 2 secondes. C'est Oussama, c'est cash. C'est Oussama, voilà. Après, si, ils vendent l'espoir. Alors, l'espoir, c'est quand tu anticipes les jours meilleurs. Donc, te dire, ça te dirait qu'on écrit un livre. Et je lui dis, mais là, j'ai un peu bugué comme un lapin, tu sais, dans la route. Il freeze quand il voit une voiture qui passe. Bah là, je sais pas comment réagir, mais ça a duré 2 secondes. Et après, je dis, bah, pourquoi pas, oui, tu vois. Enfin, tu dis oui, comme ça, de façon un peu nerveuse, tu t'attends pas. Et on s'est pas rappelé après. On s'est pas rappelé. Et donc c'est marrant parce que du coup le livre qu'il voulait écrire, bah, c'était devenu le livre de la jungle qui est sorti en début d'année. Donc Younes Rarbaoui, qui d'ailleurs était un des qui a de je m'en souviens d'un pitch à l'époque sur l'écosystème anglais, français et allemand, vraiment intéressant. Et Anaëlle Bignon, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais je crois qu'elle est directrice de Lyon Exécutive. Oui. Et c'est marrant de voir Anaëlle gère Lyon. Voilà. Ah ok, gère Lyon. C'est pas Younes. Ok, bon, je crois que c'était Younes. Parce que Younes, il se dit, il se prend comme Dean, donc directeur du coup comme Megan à l'époque. Ah bah okay. Voilà, c'est une nuance que je maîtrise pas. C'est une anecdote. Mais c'est marrant de voir effectivement, ouais, qu'il y a 2 ans, il y avait moyen. Mais j'ai pas été assez mordant. C'est marrant pour un lion. Hein. C'était le moment où il fallait faire le dernier kilomètre, entre guillemets, le dernier petit effort, et tu aurais peut-être bon. Après voilà. Mais heureusement que je l'ai pas fait. En loupant des opportunités, des fois, on en crée d'autres et c'est pas. Exactement, c'est ça. C'est pas très grave au final. Parce qu'en fait, tu sais, quand j'ai fait Lyon une seconde fois, ça c'est comme une particularité, c'est que j'ai fait en tant qu'étudiant puis après en tant qu'écrivain. Bah là, ça n'a rien à voir. Là, du coup, tu vois les choses totalement différemment. T'es repassé par les cours, tu vois un peu les gens comment ils réagissent. Et c'est là où je me suis dit, même en start-up, je ne voudrais pas être salarié. Et je pense que c'est là où il y a eu un second déclic grâce à Lyon. C'est de me dire, en fait, je suis pas un salarié, je suis entrepreneur. Dans le sens où, si je ne me satisfais pas de ce qu'on me propose, alors il va falloir que je crée mes propres conditions de travail. Bien sûr. Et c'est là où ça a commencé vraiment le déclic sur les articles, sur Medium. Où ça a commencé, après il y a eu donc la création d'Essentiel. Oui. Quand on se rapproche Mais le 5 juin 2017, là, tu me fais gagner 1 an. Ouais, Ah, j'ai fait gagner 1 an. C'est pas grave, ouais. Il faut qu'on avance. Hein, Bah, Essentiel, oui, je résume, hein, c'était j'ai créé sur Medium depuis plus d'1 an et demi, puis arrive un moment où moi j'avais toujours envie de lancer ma publication, mais j'étais pas connu. Donc, je me suis dit, si je dépasse les 1000 abonnés, peut-être qu'il y a moyen. Et on va dire qu'après, les planètes se sont alignées, les circonstances ont fait que
j'étais suffisamment confiance pour pouvoir lancer Essentiel. Donc là, on est le lundi 5 juin, et puis là, j'écris le manifeste, vraiment, qui en gros part du principe. Oui. Excuse-moi, parce que du coup, il y a un truc très important, je pense à aborder, c'est que tu parles souvent de la notion de why. Donc là, on rentre quand même dans le bouquin là. Oui. De toute façon, il faut bien y aller à un moment, mais c'est lié à Essentiel du coup, parce que j'ai l'impression que c'est à ce moment-là. Tu me contredis sinon, c'est pas le cas, mais où il faut définir son why justement, et ça t'a permis d'avoir une espèce de route vraiment devant toi, un peu plus dégagée. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà qu'est-ce que le why, et après dans toi en particulier comment il s'est manifesté, explique un petit peu, parce que c'est une notion importante chez toi, tu en parles souvent. C'est ça, c'est une longue histoire aussi, mais pour résumer, le why, en fait, moi je l'ai pas découvert à un moment d'Essentiel. C'est marrant. Promis, je réponds à ta question, mais il faut d'abord que je parle de ça pour comment on est arrivé. C'est qu'il y a eu Essentiel, et après je me suis donné le fameux défi d'écrire un article par jour au départ c'était pendant un mois, et ça justement c'est grâce à un article sur Medium qui m'a permis de me dire, c'était un auteur qui s'appelle, tu connais un peu ce James Altucher, qui disait en gros il avait énuméré une liste de 20 ou 30 défis, il disait si vous le faites pendant un mois ça va changer votre vie. Et moi comme j'ai traduit les articles, je me dis ok, et donc je me suis dit je me lance un défi, un article par jour pendant un mois, et peu importe les moyens. Donc il y avait écriture originale, donc mes articles, et traduction de Medium. Et quand tu commences sur Essentiel, justement, enfin sur Medium, tu te dis waouh, t'as un obstacle devant toi, quoi. C'est que la plateforme est anglophone. Qu'est-ce que tu vas créer de plus? T'auras pas d'audience. Et je me suis dit, en fait non, l'obstacle va être la voix, c'est-à-dire que le fait de traduire des contenus qui sont déjà quali et de les retranscrire en français, ça permet d'agréger une audience qui elle est en quête de ces contenus-là en français. Et c'est là, pendant 3 mois, après, je me suis dit, je continue. Et je fais pendant 3 mois. Et c'est là où j'ai créé Amitié Essentielle. Et c'est là où j'ai créé mon site. Et c'est là où j'ai eu, pendant cette phase-là, demandé à Benoît Vochtanka d'être mon mentor. Tu vois, c'est grâce à cette accélération d'apprentissage pendant 3 mois où. Comment ça se passe ces 3 mois c'est-à-dire que tous les jours, tu dois écrire un article. Ouais. Donc c'est quoi la journée? Enfin, comment on fait pour écrire un article par jour? Traduction, en plus, donc c'est quand même c'est un métier, traduire des choses, enfin des articles, des livres. Ouais. Donc t'avais jamais fait ça? J'avais jamais fait ça. Enfin, j'avais déjà fait auparavant pour un article qui m'avait bouleversé, un article qui racontait en fait comment la technologie pirate l'esprit des gens, de Tristan Harris, justement, qui était philosophe produit chez Google. Et d'ailleurs, il fallait avoir son accord aussi, donc c'était quand même marrant. Enfin, il y a plein d'histoires à raconter, mais bon, je vais à l'essentiel. Donc oui, c'était plus ou moins la première fois que je traduisais. Je sais pas plein beaucoup d'essais, mais là oui. Et ce qui est dingue, c'est que je me suis dit, je vais prendre les meilleurs articles pour moi de Medium et je vais les traduire en anglais. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai au départ demandé l'accord aux auteurs pour, tu vois, un peu jeter une pierre et dire est-ce que je peux le faire. Et puis après, quand tous te répondent de façon enthousiaste, évidemment, bien sûr, traduisez-le. Là, je t'ai lancé, quoi. Et c'est en traduisant cet article-là que je me suis progressivement imprégné un peu de leur style, enfin, en tout cas de leur façon de faire, de raisonner un peu. Mais ce que j'ai compris principalement, c'est que ça repose sur une lettre, un mot qui est le plus évident, mais qui est du bon sens, c'est l'organisation. Si t'es pas organisé, pour être capable d'écrire un article par jour. Ah ouais, bien sûr. Quand tu lances un tel défi ambitieux, si t'es pas organisé, si t'es pas focus sur un sommet, sur une montagne, tu peux pas. Et c'était quoi du coup là, on est complètement dans les débuts des habitudes déjà. Ouais, tout à fait. Ouais. L'organisation, ça ressemblait à quoi? Je sortais pas. Donc c'est des choix radicaux en fait. Ouais, c'est savoir dire non. Ça c'est par rapport à un livre qui s'appelle Essentialism de Greg McKeown, qui est un conférencier en leadership et qui a écrit le livre Essentialism, qui d'ailleurs a été traduit en français il y a pas longtemps, en plus septembre 2018 je crois, donc qui s'appelle Essentialisme, et qui m'avait pareil déconditionné un peu de mes œillères en disant en gros si tu vas accomplir, en gros la thèse de son ouvrage repose sur 3 points: explorer tout ce que vous pouvez en peu de temps, 2, effacer tout le reste, enfin choisir une seule chose où vous êtes vraiment très 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 bon, et après c'est comment créer une routine autour pour justement favoriser l'expression constante de ce succès là. Et dans mon cas, comme j'ai créé sur Medium depuis un certain temps, qu'il y avait une audience qui commençait un peu à me suivre, progressivement, à force d'itérer, et de traduire, et de lire, d'écrire, et aussi des best-sellers, je résumais des best-sellers aussi, c'est important, j'appliquais en fait un peu ce que je découvrais, quoi. J'expérimentais au quotidien, mais au niveau des habitudes, on va dire, oui, c'était effectivement un emploi du temps, respecter, je sortais très peu en fait. Mon été, je l'ai passé à écrire, quoi. J'ai passé mon été 2017. C'était des heures et des heures tous les jours. Ah ouais, mais il faut être honnête, c'est pas facile. D'ailleurs, dans mon livre, j'en parle, ne soyez pas à la recherche d'une épiphanie, quoi. Je veux dire, d'où le titre. Petite habitude, grande réussite. On peut me l'inverser, derrière la grande réussite se cachent des petites habitudes. Et ça, justement, c'est un secret qu'on occulte beaucoup aux gens. C'est que à travers cette question, justement, qui m'a animé, donc quels sont les ingrédients qui font la réussite personnelle et professionnelle, il y avait, j'ai découvert 3 tendances récurrentes qui revenaient souvent. La première, c'est on retarde la gratification instantanée, donc le plaisir immédiat. En second, on concentre tous ses efforts sur le travail à long terme. Et en troisième, bien sûr, d'avoir
des habitudes incroyables. Et quand tu fais un peu le tour, quand tu étudies un peu les gens qui réussissent à haut niveau, donc entrepreneurs, sportifs, artistes, ces 3 tendances-là reviennent. Et moi, je me suis dit, c'est curieux. Et tu te rends compte qu'en fait, on a conditionné les gens justement à penser à court terme, à travailler uniquement pour de l'argent, donc du coup, tu perds du sens. Et ça te déconstruit, quoi. Enfin, ça te déstructure. Et donc, tu n'es pas concentré. Parce qu'il y a tellement de choses à faire. On te vend ce message-là. On te pousse à la consommation. On te pousse à vouloir tout faire. En vérité, mon message n'est pas celui-là. C'est de dire des petits changements simples, s'ils sont répétés dans le temps, conduisent à des habitudes saines, qui, elles, plus tard, si tu les conserves pendant des années, vont te permettre d'aboutir à des résultats et des réussites incroyables. C'est une belle manière de résumer ton livre. Déjà, on rentre dans le sujet du livre, c'est super. Et du coup, ça fait penser, là, ça me donne plein d'idées, plein de sujets à aborder. Tu parles justement, donc on se reprend, parce que là on peut mélanger, on est parti dans tous les sens depuis un moment déjà. Donc, de toute façon, pour moi, ce que tu as fait sur Essentiel, de toute façon, c'est le prologue de ton livre, on peut dire. Carrément. Oui. Le terrain d'expérimentation, tu as pu faire des essais, des erreurs, j'imagine, et apprendre de tout ça, et construire ton audience. Ce qui t'aide, qui va t'aider, je suppose, à distribuer ton livre, on en parlera aussi. Mais du coup, donc, s'enfermer chez soi, donc déjà être très radical du coup dans ses choix, savoir dire non, savoir définir sa priorité. Carrément. Et aussi, donc, une notion qui est importante dans ton livre, le deep work. Oui. Du coup, tu parlais de temps long, donc au final, on s'y retrouve. Si tu peux expliquer un petit peu, et justement, comment toi comment tu fais, tu as déjà un petit peu expliqué, mais qu'est-ce que le deep work pour toi? Alors Deep Work, c'est un livre qui est écrit par Cal Newport, qui est professeur d'informatique à l'université de Georgetown et qui est un chercheur aussi. Et ce qui est impressionnant chez cet homme-là, c'est qu'il écrit justement sur la productivité. Il tient un blog en fait où notamment il raconte en fait, il expliquait comment les étudiants pouvaient avoir des bonnes notes à travers l'organisation. Le Deep Work est un livre qu'il a écrit, et quand j'ai résumé son ouvrage, il raconte en fait que pour prospérer aujourd'hui dans cette ère du numérique et des travers de la connaissance, il faut être extrêmement bon. Et pour cela, ça passe par principalement, on va dire, 2 façons de faire. La première, c'est de concentrer ses efforts sur une seule chose, et fois le nombre d'heures en fait passées, quoi. Donc, si par exemple je passe chaque jour, on va dire 6 heures par jour à écrire, de façon Pomodoro, enfin avec une séance de moins de 5 minutes, très focus dans l'écriture, et que je le fais vite et bien, tôt ou tard, je vais finir par être encensé, ou bien je ne pourrais pas ne pas être remarqué. Et c'est un peu de ce postulat-là qui est censé m'a permis en fait de me faire un peu repérer par un éditeur. Donc ça, du coup, c'est une autre histoire. Mais c'était cette habitude d'écrire 6 heures par jour. En tout cas, pendant les 3 mois, donc de l'été 2017, je pense que ça a vraiment changé structurellement, je pense, pas mal de choses. De me dire, ok, c'est comme ça qu'on écrit, de façon efficace, fluide. Ça a un peu influencé mon style aussi, je pense, même si j'aime beaucoup Robert Greene et Yuval Noah Harari, qui sont pour moi des stylistes extrêmement bons dans la vulgarisation. Alors juste, Robert Greene, je sais que tu l'aimes beaucoup, donc c'est celui qui a fait les 22 lois du marketing. Non, c'est pas ça, non, je confonds. Là, tu confonds avec Al c'est Jacques Trout, là, tu confonds. Ah non, vas-y, explique, ça sera mieux. Robert Greene, c'est un auteur qui est... sur le pouvoir, il a écrit des choses comme ça. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé, qui a étudié le pouvoir, la stratégie, l'influence. Et il a écrit des ouvrages qui justement se font référence. Donc, évidemment, le premier qui a écrit en 96, il avait 36 ans à l'époque, je crois. Les 40 lois du pouvoir, un livre fascinant, à la fois un peu provoquant dans son approche, mais aussi réel, où il te montre en fait qu'une fois que les rideaux publics sont tirés, il te montre comment les gens du pouvoir se comportent réellement, quoi. Donc, avec tout ce que ça comporte, toute sa violence, toute sa laideur, toute sa médiocrité aussi. Et après, il a écrit d'autres livres. Il a écrit aussi une bio avec 50 Cent. C'est marrant, sur l'audace, justement, la 50e loi. Il a écrit un livre sur la stratégie, donc les 33 stratégies de la guerre. Il a écrit L'art de la séduction, qui était son 2e livre, qui est un peu plus psychologique, un peu plus subtil. Et d'autres ouvrages comme Atteindre l'excellence, qui est un ouvrage pour moi qui est très important, je pense, pour toutes les personnes qui veulent atteindre, justement, parvenir à une forme d'excellence, une contribution haute à travers leur talent. Et bien sûr, c'est un livre qui est sorti, The Laws of Human Nature, donc, qui n'est pas encore traduit malheureusement, qui est sorti le 23 octobre 2018. Un livre fantastique, et qui te montre comment en fait les forces primales nous gouvernent, et qu'on est tous rattachés à vivre les mêmes émotions que nos ancêtres. Et la question, c'est comment on canalise justement cette part instinctive et animale en nous pour la convertir en une énergie qui soit productive.
Tu vas me donner du travail avec tous les livres que tu as donnés. Là, je vais avoir une grande liste à référencer dans les notes de l'épisode. Et du coup, Harari, alors là, très fan aussi d'Harari. Rien à voir, du coup, le domaine, l'histoire. Donc, c'est lié aussi. C'est lié, mais. On peut étudier les grands et il raconte des histoires. Après, c'est clair qu'Harari, il a une vision plus, on va dire, académique et vulgarisée. Mais Robert Greene raconte des histoires aussi. J'aime beaucoup cette phrase, une histoire, ce sont des données qui ont une âme. Donc, quand tu racontes une histoire, forcément, tu parles plus au cœur qu'à la tête. Donc, tu peux même plus facilement te référer à des apprentissages par une histoire que par des faits factuels. Alors, c'est dans mon livre, moi, j'ai plutôt mis l'accent sur le factuel, parce que j'ai vraiment voulu proposer un ouvrage pratique, très pratique. C'est basé sur la science, c'est appuyé sur la science, des recherches, notamment au début, en fait, où je parle de... du coup, tu l'as lu, donc j'aimerais bien avoir ton avis après. T'inquiète, on est bien au niveau du temps. C'est un ouvrage qui se découle en 3 parties, mais j'en reviendrai plus tard. Donc pour revenir à Harari, non, c'est fantastique. C'est quelqu'un qui écrit très très bien, qui vulgarise très bien les idées complexes de façon simple. Et quand il a écrit Sapiens, il avait dit mon but c'est de m'adresser à un public jeune, un peu adolescent, pour qu'il saisisse rapidement les enjeux, même s'il y a quand même des passages qui requièrent quand même des relectures. Ouais. De quoi, Harari, on dit Sapiens, l'histoire de l'humanité, donc Homo Deus, Homo Deus sur le futur plutôt à long terme. C'est ça. Et 21 leçons pour le 21e siècle, tout le futur proche d'aujourd'hui, le présent et le futur proche. Ouais. Qui est mon préféré, même si Sapiens c'est, enfin moi je dirais, je sais pas pour toi, mais moi c'est le dernier, le 21 leçons c'est mon préféré. Sapiens c'est après Homo Deus, après c'est chacun son avis, mais en tout cas vous pouvez pas vous louper, prenez celui que vous voulez, c'est excellent. Et du coup donc t'as créé, c'est intéressant, c'est t'as créé tout un écosystème, une marque avec Essentiel. Donc comme tu disais, t'as ton groupe, c'est un groupe Facebook, t'as la minute, la newsletter c'est la minute Essentielle. Oui, j'ai lancé le mardi 22 août 2017. Les dates, on peut pas c'est important. Tu retiens bien les dates. Donc oui, donc la newsletter et je me répète, mais oui, donc le groupe Facebook, donc tu peux donner un peu les chiffres peut-être pour donc c'est à peu près 4000 personnes, 4-5000 personnes sur Medium. C'est ça. Alors sur mon profil Medium, donc il y a 5900 à peu près, plus de 5900 personnes. Après la grande frustration, c'est que je peux pas les contacter parce que moi je croyais que quand on écrit sur Medium, ils reçoivent tous ces notifications un peu comme Twitter, pas du tout en fait. Mais bon, ça c'est un petit détail mais qui a comme sa importance. Donc 5900 sur mon profil Medium. Après sur Essentiel, il y a plus de 4000 abonnés. Et après il y a ma newsletter, donc la Minute Essentielle, plus de 1800 abonnés. Sachant que si je prends vraiment ceux qui sont inscrits mais que j'ai supprimés, ça c'est une question stratégique, je pourrais en parler pourquoi. Il devait normalement en avoir plus de 4000. Explique-nous du coup, c'est par rapport à l'active, j'imagine, enfin l'activité. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans ma newsletter, je suis parti d'une stratégie qui est je veux vraiment rassembler des gens qui aiment ce que je fais, qui ont vraiment la volonté de vouloir se développer, de s'améliorer et de changer à long terme. Donc toute personne qui par exemple ne lit pas, on va dire est inactive au bout de 2 mois, fait l'objet d'une suppression sans sommation. Et pour moi c'est une manière justement de cultiver une liste de qualité active et qui après me permet moi de les aider du mieux que je peux à travers la communauté Facebook, le groupe Essentiel, où là c'est un groupe qui est uniquement réservé à mes abonnés et qui est un groupe d'apprentissage social où justement je partage des modules. Donc il y a des mini-cours sur la productivité, 7 jours pour surmonter la procrastination, 5 jours pour bien s'organiser, il y a des modules sur psychologie, puis après plus tard il y aura aussi des modules sur la liberté financière, le marketing, l'entrepreneuriat, la santé. Et tu parles aussi, je crois que tu en parles dans le livre, d'Emile Fan, donc Kevin Kelly est l'auteur d'un article que je trouve incroyable, qui a été réédité d'ailleurs dans un livre de Tim Ferriss, si je dis pas de bêtises. T'es en plein là-dedans là, de cette constitution de cette communauté, des hardcore fans, des gens qui te suivent et qui te feront vivre dans tous les cas de ta passion du coup dans les prochaines années. C'est comme ça que tu vois ta stratégie aujourd'hui du coup. En tout cas, je pense dans le cadre dans ce qu'est un infopreneur, c'est-à-dire un entrepreneur qui on va dire entreprend plus sur le savoir et des besoins de niche très précis, notamment liés à l'éducation, la formation. Mais effectivement, oui, je pense que c'est un avenir qui est là, c'est-à-dire que d'avoir ces 1000 personnes-là qui te soutiennent, enfin, il disait en fait, si tu as 1000 personnes effectivement qui sont prêts qui sont des apprenants interactifs, c'est-à-dire qui te lisent, qui te suivent, qui te partagent, qui sont prêts à faire des kilomètres pour avoir une dédicace, qui vont se déplacer pour toi, qui vont partager ton contenu, qui vont te recommander à leurs proches, qui vont vraiment qui aiment ce que tu fais, eh bien tu reposes sur effectivement ta liberté financière, dans le sens où si admettons parmi ces 1000 personnes il y en a tous les
tu leur proposes des services qui coûtent en tout, on va dire 100 euros grand maximum en tout sur l'année. Ça fait à peu près 7-8 euros par mois, 9 euros. Tu reposes sur 100 000 euros. Donc, mais moi, je pense pas vraiment à l'argent. Moi, je pense vraiment juste d'abord à aider les gens. D'ailleurs, c'est pour ça que je donne beaucoup avant de recevoir. Ça, c'est d'ailleurs une leçon de mon mentor, Benoît, qui me disait il faut toujours donner avant de recevoir. Parce qu'il y a un karma. Enfin, c'est son mot, il dit il y a un karma. Donc, c'est marrant, on dit comme ça, il y a un karma. C'est Give and Take, un livre sur ça, justement. C'est aussi la philosophie de The Family, Pay It Forward. Toujours donner, et après, comme tu dis, il y a le karma qui jouera de lui-même et qui te rendra ce que tu as donné. Et du coup, donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, on en vient au livre. Oui. Le gros sujet. C'est vraiment ce qui est intéressant, c'est que tu l'as construit déjà avec ce que tu as fait sur Medium. Et j'aimerais que tu expliques un peu tout le processus, l'écriture. Alors, on va voir, on va essayer de moduler un peu les détails, mais voilà, explique-nous quand même comment ça s'est passé au niveau le processus d'écriture. Tu écrivais tous les jours, comment ça se passait? Déjà, comment t'as eu l'idée déjà? Oui, alors comment c'est passé, c'est vrai que je pense que c'est amusant à raconter. C'est que chaque année, je me donnais une résolution, en tout cas depuis 2017. 2016, ça a vraiment été l'année où j'ai repris contrôle un peu de ma vie. Parce qu'avant, j'étais un peu dans une routine réseaux sociaux, jeux vidéo, on va dire, enfin, jeux en tout cas en ligne, et un peu en pleine crise existentielle. Et puis quand j'ai commencé à écrire, c'était au départ, ça m'a mis un peu en confiance. J'ai pu voir qu'il y a des gens qui aimaient ce que je faisais, et puis ça m'a aussi permis justement d'analyser un peu qu'est-ce qui faisait la réussite, en tout cas le succès des grands. Donc la lecture des best-sellers m'a permis justement de gagner un peu plus en clarté sur moi-même. Et en 2017, je me suis donné un seul objectif, c'était écrire un article par semaine. Donc là, on était vraiment dans une thématique. Moi, je pense un peu par thématique. La thématique, c'était visibilité. Donc écrire, quoi qu'il arrive, un article par semaine. La récurrence qui permet de construire du coup une audience. Exactement. Ouais, clairement. Là, on est clairement dans une stratégie de marketing, enfin inbound marketing, c'est-à-dire amener les gens vers tu t'es obligé à écrire. Ils sortaient toutes les semaines le même jour du coup? Au départ, non. Mais après, c'est vrai que tous les lundis, généralement, avant midi, j'essaie de me dire, ok, je l'écris. C'est vrai que c'est pour créer un peu une routine. Mais au départ, non, c'est vrai que j'ai pas fait attention à ça. C'était plus de me dire, j'écris un truc par semaine. Et donc là, on était dans la thématique visibilité qui m'a permis justement je t'ai dit, le newsletter, le site, mon mentor Benoît. Et en 2018, une seule thématique. Le livre. Ouais, écrire un livre. Au départ, je voulais écrire un livre auto-édité qui voulait un peu rassembler les 30 meilleures leçons que j'ai pu rassembler des best-sellers que j'avais résumés. Et puis, 2 semaines après, je crois qu'on était le mardi ou le mercredi 14 janvier 2018, je reçois un message à 9h54 de Florian Miguerou, qui se trouve être le responsable éditorial chez les éditions Erol dans la section business, entreprise, efficacité pro-perso, qui me contacte et qui me dit bonjour, je suis tombé sur votre résumé du livre Hooked de Nerial, un livre vraiment intéressant sur les habitudes, qui raconte comment en fait à travers des mécanismes psychologiques on peut exploiter, comment on peut appliquer ça sur une application pour pouvoir exploiter délibérément l'esprit des gens afin qu'ils puissent rester accro à un produit. Enfin, c'est hallucinant comme livre. Et donc il s'apprêtait à éditer le livre et donc il me dit voilà, je suis tombé sur votre résumé, je trouve ça vraiment très intéressant, très pertinent, je suis tombé sur vos articles, et il me propose un appel. Et donc on s'appelle, ça dure une demi-heure, on s'appelle le lendemain, très sympathique. Et puis une semaine après, on se voit en vrai, donc chez Erol, donc boulevard Saint-Germain, et rue Thénard pour être précis. Et puis ça se passe très très bien, vraiment une personne extrêmement affable, avenante, d'un calme rassurant. Et on a discuté pendant plus de 2 heures ce jour-là. Et il me dit, vous devrez exploiter, enfin il me propose en fait le sujet des habitudes. Au départ, j'ai proposé mon livre, le projet du livre. Et on part sur les habitudes qui est un sujet, il me dit, vous en parlez bien, vous devrez vraiment... Et il m'a un peu ouvert la voie, quoi, même si j'avais déjà pensé à ce sujet-là, mais il m'a posé un peu les fondements, quoi. Il m'a dit, prépare un plan, donc je prépare un plan. Il a donné un cadre. Un petit cadre, tu vois. Et après, oui, ça a été le début. Donc au départ, c'était compliqué parce que je me suis dit, oh là là, mais comment je vais faire? Enfin, au départ, je voulais écrire 101 habitudes. Là, il y en a 51. Donc après, progressivement, pareil, dans la vision d'aller à l'essentiel, de revenir en fait à son essence, ce qui est le plus important. J'ai rassemblé en fait pour moi les meilleures habitudes, parce que dans le livre, il y a 4 thématiques dans les habitudes. Il y a les habitudes productives, les habitudes de santé, les habitudes de développement personnel et les habitudes sociales. Au départ, il y avait aussi bien-être et créativité, mais je les ai enlevés. Parce que c'est un peu abstrait. Il n'y a pas vraiment de résultats concrets. Tu vois, on peut savoir si quelqu'un est productif chaque jour, s'il applique un conseil. On peut savoir si quelqu'un est en meilleure santé, s'il y a des bonnes habitudes. Alors ça, c'est la deuxième partie de ton livre, parce que tu as la première aussi. Il y a 3 parties. 3 parties, pardon. D'ailleurs, je serais curieux de savoir
Qu'est-ce que t'en as pensé, honnêtement, en toute franchise, mais je sais pas encore répondre à ta question, je sais c'est les procédés d'écriture, mais je te réponds très vite dans ce cas parce que j'ai hâte d'avoir ta réponse. Vas-y. Alors l'écriture, donc il y a eu le plan avec Florian qui devait, avec mon éditeur qui devait être fait. Ensuite, il y a eu la signature de contrat d'édition qui m'engageait justement à finir le livre avant septembre. Mais heureusement, j'ai pu avoir un peu plus de délai pour le terminer parce que sinon, à l'heure actuelle, il n'était pas fini. Et puis, le processus d'écriture, c'est que, j'en reviens encore une fois à ce que je disais, l'organisation. Enfin, il n'y a pas de secret. Je suis pas sorti non plus. Ouais, donc. Radical, hein. Ah non, vraiment, je sortais pas. Des grosses plages horaires dédiées à l'écriture. Alors, pas forcément des grosses plages horaires, mais en tout cas, beaucoup de recherches d'abord. Parce que en France, le sujet est très peu exploité, voire pas du tout. D'ailleurs, ce que m'a dit Florian, il m'a dit, mais c'est marrant, dans le monde anglophone, les références sont là, il y a même des cours là-dessus, sur, je sais pas, la science de la volonté, par exemple, willpower science, la science des habitudes aussi. Et c'est marrant, c'est pas exploité du tout, quoi. Il y a eu quelques livres en France qui ont été traduits, donc je pense notamment Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. Mais c'est un livre qui est très intéressant, mais qui a plus une vision journalistique, qui te raconte en gros trois prismes de lecture, à savoir l'individu, l'organisation et le groupe, comment en fait les habitudes s'insèrent et comment elles influencent notre quotidien. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un livre qui s'est fait connaître principalement pour son appendice, uniquement parce qu'il racontait comment on crée une habitude et comment s'en défaire en tout cas, d'après lui. Et donc l'écriture, donc beaucoup de recherches. Donc il y a eu le livre de Charles Duhigg, bien sûr. Il y a eu le livre de James Clear, qui m'inspire beaucoup, qui est un blogueur américain, qui est auteur, entrepreneur, et expert en habitude, qui m'inspire beaucoup, James Clear. Qui a écrit un livre l'année dernière. Atomic Habits. Ouais, il a sorti un mardi 16 octobre 2018. Toujours les dates. Ouais, c'est important. C'est pour traverser la mémoire. Et un livre vraiment intéressant. Alors il n'y a pas grand chose de nouveau. C'est-à-dire si tu connais ce qu'il fait, c'est pas révolutionnaire. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il a vraiment réussi à synthétiser vraiment tous les travaux, les derniers travaux du moment en neurosciences, en psychologie, en philosophie, sur les habitudes, en 300 pages, quoi. Donc c'est un livre qui malheureusement se répète un peu trop souvent. Ça, c'est un peu l'écueil d'ailleurs des ouvrages américains, c'est-à-dire c'est brode à mort. C'est horrible. Quoi. Les bouquins de 250 pages. Mon livre, c'est 312 pages. Par contre, justement, je pense, c'est que moi, je suis parti justement de cet obstacle de se dire, ok, pourquoi ces auteurs-là racontent autant d'histoires? Et moi, je me suis dit, non, je vais faire la chose inverse. En plus, je suis français, donc du coup, il y a aussi l'esprit à avoir, c'est bien écrire, synthétiser, etc. Et je me suis dit, je vais vraiment un ouvrage actionnable, simple, concret, que tout le monde, je dis bien tout le monde, peut s'emparer pour pouvoir reprendre le contrôle de sa vie, atteindre ses objectifs et libérer son plein potentiel. C'est vrai que, justement, je peux peut-être enchaîner sur mon avis. C'est vrai que ce que tu dis sur les ouvrages américains, c'est hyper frustrant parce que souvent, en fait, tu connais le sujet si tu as vu un TED Talk sur la personne ou des choses comme ça. Et tout de suite, tu recommences à lire le livre et tu as l'impression de répéter, il répète la même chose pendant 200 pages. Et du coup, j'ai l'impression que les livres entre 200 et 250 pages américains, il faut faire attention parce que, et par contre, les livres qui font plus de 300 pages, souvent, c'est justement, ils sont sortis de cette zone, entre guillemets, où ils se forcent à écrire. Là, c'est vraiment qu'il y a du contenu peut-être qui est plus pertinent. Et ton livre, du coup, c'est ça que j'ai bien aimé. C'est, déjà la première partie, on apprend quand même à comprendre déjà qu'est-ce qu'une habitude, que déjà une habitude, c'est pas forcément, c'est la même chose pour les bonnes et les mauvaises habitudes. Elles se développent de la même manière. Et du coup, tout le processus, c'est comment tu arrives à les remplacer, ces mauvaises habitudes, qui est compliqué. L'ancrage, il y a plein de, tu expliqueras ça bien mieux que moi. C'est un sujet, on pourrait en parler pendant des heures aussi. Ouais. Mais on n'aura pas forcément le temps là de rentrer dans tous les détails. Mais ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'était, je me suis dit quand j'ai lu le bouquin, en fait, j'ai souligné plein de trucs. Et je sais que c'est un livre que je vais revenir dessus. En fait, j'ai l'impression que la plus-value du livre, c'est plus mon utilisation que je vais en avoir au quotidien après, qu'un livre comme un roman ou certains livres de non-fiction. Au final, quand on lit une fois, on prend quelques notes. En tout cas, moi, je prends tout le temps des notes dans mes lectures, mais on n'y revient pas vraiment. Et en fait, la plus-value, elle est pas dans les premières lectures, elle est plutôt dans, ok, j'ai des révélations, même si, bon, moi, c'est un milieu que je côtoie aussi, donc je connaissais certains concepts, même s'il y en avait peut-être que j'ai appris. Et surtout, je vais revenir dessus. Et là, j'ai déjà commencé, télécharger certaines applications. Donc, c'est vraiment un livre complètement plus un. C'est même plus on appelle ça un livre, mais c'est un guide pratique ou je sais pas comment on pourrait appeler ça. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est que je sais que je vais revenir dessus. Donc, moi, c'est un peu mon analyse de ce que. Et après, ça se lisait très bien. Enfin, je l'ai lu dans 4 jours, là, 4-5 jours. Donc voilà, il sort dans quelques, enfin du coup là on est début février, il sort le jeudi 7 mars 2019 si tout se passe bien. Donc ça sera aux alentours, là le podcast sortira peut-être dans cette période, donc j'espère. Ça coïncidera. Et du coup donc t'as parlé du processus. Au niveau du contenu, est-ce que qu'est-ce que tu peux nous dire sur les habitudes,
qu'est-ce qu'une habitude, comment on fait pour inculquer des bonnes habitudes au quotidien? Ouais, plusieurs questions en une. Qu'est-ce qu'une Déjà, habitude qu'est-ce qu'une habitude déjà? Alors d'abord, qu'est-ce qu'une habitude? Alors une habitude, à sa définition la plus élémentaire, c'est un comportement, une routine qu'on a reproduit tellement de fois que ça en est maintenant devenu automatique. Comme tout ce qu'on fait quasiment. Quelque chose qu'on fait avec plus ou moins de pensée consciente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 grilles de lecture à poser sur la définition d'habitude. C'est que c'est un comportement qui est spécifique, qui se produit selon un contexte donné et qui en est devenu automatique. Et ça qui est fascinant, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a une étude de l'université de Duke qui a estimé que plus de 45%, donc entre 40 et 50% de nos actions au quotidien ne relèvent pas de notre pensée consciente, mais dépendent de nos routines. Et ça, c'est fascinant parce que c'est que le cerveau a évolué justement autour des habitudes. C'est que l'énergie, c'est une ressource qui est rare. Et notre cerveau, justement, a grandi face à cette pénurie-là. Et notre cerveau pense constamment à trouver des solutions pour pouvoir économiser du temps. Et ce qui se passe, c'est que dans les habitudes, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la façon dont notre cerveau a trouvé la solution, c'est de convertir des actions récurrentes que l'on fait en habitudes. Et donc, quand on se dit que pratiquement une action sur 2 ne relève plus de nous parce qu'elle a été automatisée afin que le cerveau ne puisse plus passer par un processus d'essai et d'erreur qui au départ était extrêmement lourd, fastidieux. Enfin, c'est comme si quand tu débarques dans une nouvelle ville, t'es pas à l'aise comme un poisson dans l'eau. Tu découvres un peu les habitants, le langage. Ou les gens qui apprennent à conduire, après ils sont plus à l'aise. Exactement. C'est une bonne métaphore, effectivement, la conduite. Et donc il y a de la friction au départ. Et c'est progressivement, ton cerveau se dit tiens, donc ça revient souvent, ça, essaie de faire ça. Et quand tu tombes sur une solution et que tu t'en satisfais, ton cerveau la maintient. Et ce qui se passe, c'est que on apprend tous par essai-erreur. Et donc, pour pouvoir apprendre, on passe d'abord on essaye, on fait des erreurs. Là, c'est mon premier podcast. Il y a forcément des choses qui vont te plaire, d'autres qui vont pas te plaire, de ce que tu vas. Et plus tard, après l'émission numéro 20, 30, 40, 50, c'est très bien que tu auras une meilleure aisance, tu auras des meilleures questions, tu auras un jingle, enfin je sais pas, tu seras bien plus à l'aise. Et une courbe de progression. Bien sûr. Là, tu ne peux que tendre vers l'exponentiel. C'est ça qui est fascinant. Donc une habitude, je répète, c'est un comportement de routine qu'on a reproduit tellement de fois que ça en est maintenant devenu automatique. Et t'en parlais du coup qu'on avait une réserve de volonté, une réserve d'énergie. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'entrepreneurs notamment qui automatisent, enfin qui réfléchissent plus, notamment au niveau des habits, des choses comme ça, ou Barack Obama, Steve Jobs. Et du coup, donc toi, c'est quelque chose que tu as même dans ta vie personnelle, il y a des choses que tu as complètement automatisées, ou c'est... Bah, en tout cas, ce que j'ai automatisé, c'est forcément les tâches qui ont très peu de valeur ajoutée, ou qui peuvent se faire par quelqu'un d'autre. Mais là, si je réfléchis bien à une tâche que j'ai automatisée, j'en ai pas spécialement, parce que l'automatisation, c'est vraiment un haut niveau de productivité. Et je pense pas que j'en ai réellement besoin maintenant, parce que j'ai pas une équipe salariée, je suis pas là à compter mon centime comme Amazon, tu vois, où le bureau est une porte, tu vois. Enfin, ce qui montre un peu la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, quoi, qui dit chez Amazon, toutes les économies comptent, y compris dans les bureaux. Mais non, dans mon cas, je dirais que j'ai pas forcément automatisé plein de process. Par contre, je sais que je me conditionne objectivement à la réussite. D'ailleurs, mon livre et cette histoire-là, je raconte en fait comment. Enfin, je parle pas trop de moi quand j'y pense, mais c'est fait à dessein. J'aime pas trop parler de moi. Je préfère que les idées puissent. C'est dommage dans le podcast. Ouais, c'est vrai. Et justement, je vais quand même t'obliger à parler un petit peu de toi. Moi, j'en ai parlé beaucoup quand même de moi. Ça fait un moment, mais donc du coup. Dans tout ce que tu dis dans ce livre, il y a énormément, il y a 51 habitudes, comme tu disais, donc sociales, relations sociales, santé, productivité et développement personnel. Toi, lesquels tu as implémenté au quotidien, si tu peux, ça permet d'avoir un cas pratique, on va dire. Alors, je donne un exemple très concret. Par exemple, dans la partie habitudes productives, il y a 14 habitudes. Et ce qui se passe, c'est que parmi les habitudes, je propose un certain nombre d'habitudes qui, selon moi, sont les plus logiques par lesquelles commencer. C'est-à-dire, si par exemple tu es débutant en productivité, tu commences par l'habitude numéro 1. L'habitude numéro 1, justement, c'est définir une vision inspirante. Pour moi, il faut absolument clarifier ses intentions. Donc là, c'est le why, du coup. On revient effectivement au why. La question à laquelle j'ai pas répondu, quand j'y pense. C'est vrai, on est parti. Décidément, on est parti un peu trop loin. Mais d'abord, oui, là, en tête, ce qui me vient, c'est clarifier ses intentions. Donc pour moi, c'est définir une vision inspirante. Ensuite, une fois que tu sais clairement ce que tu veux faire, tu en fixes des objectifs concrets autour de cette vision. Après, tu planifies ton emploi du temps autour de ça. Tu t'organises avec une liste de tâches. Tu
Tu définis tes priorités, donc ce qui est urgent, important, etc. Ensuite, tu découpes, tu te fixes 3 objectifs quotidiens pour pas aller trop loin, de se dire voilà, au moins si je respecte mes 3 priorités du jour, j'aurai réussi ma journée. Le reste, c'est que du bonus. Ensuite, tu découpes ces tâches en sous-tâches motivantes. Ça, justement, c'est sur la procrastination. Je raconte ce que c'est et comment on lutte pour qu'on procrastine. Pourquoi c'est aussi addictif aussi de procrastiner et comment on peut déjouer ça. Ensuite, tu arrives à la phase de deep work. Comment justement tu limites les distractions extérieures pour plonger dans un état de flow et de concentration extrêmement poussé. Après, tu arrives au fait que j'explique pourquoi il faut absolument arrêter d'être dans le switch tasking. Je ne dis pas le multitask parce que dans le livre, justement, à première recherche, j'ai compris la différence entre. On est tous multitâches, c'est marrant. Quand tu organises un anniversaire, tu es multitâche. C'est-à-dire multitâche, dans ce que j'ai trouvé, c'est quand tu mènes des tâches avec une visée commune. Par exemple, si tu organises un anniversaire, tu vas donc appeler tes potes, tu vas préparer le gâteau, tu vas faire plein de choses qui vont être en rapport avec la tâche. Là, donc, dans ce cadre-là, tu es multitâche. En fait, ce que j'ai compris, c'est que tous les gens sont multitâches, mais là où tu fournis ton plus grand effort de productivité, c'est quand tu es monotâche, quand tu fais une seule chose à la fois. Et ce qui fait que les gens justement sont distraits et ils n'arrivent pas à produire un travail de qualité, de focus, c'est qu'ils changent de tâche constamment. Et du coup, cela les expose à une sanction cognitive. C'est comme si, je donne un exemple très simple, du coup même les auditeurs peuvent essayer. Ok, simple, vous comptez de 1 à 10 très rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Maintenant, JC, tu vas aller de A à J le plus vite possible, la lettre A à J. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ok, top. Il a mis 2 secondes. Maintenant, JC, tu vas prendre le premier chiffre et tu vas coller la première lettre de l'alphabet et tu vas faire ça jusqu'à la lettre de 1 jusqu'à 10. Vas-y. Ça va être compliqué là. A1, B2, C3, D4, E5, F6, etc. Voilà. Ah, c'est compliqué. Ouais, c'est faut réfléchir là. Voilà. Donc tu vois, ça c'est un exemple qui est très concret, qui montre quand justement on change de tâche, tu vois là, t'as alterné deux fonctions, 2 tâches qui t'ont perturbé et du coup qui t'ont rendu beaucoup moins fluide. Ouais, et ça a plus que multiplié, enfin c'était plus que x2 la perte de ah oui, là c'était au moins x3, x4 facile. Et donc ce qui se passe, c'est que donc, dans la productivité, il y a côté il faut être monotâche. Après, il faut apprendre à dire non. Ça, je pense, c'est une leçon. Ah oui, il faut aussi regrouper ses tâches aussi. C'est-à-dire, j'aime bien la métaphore que j'ai trouvée, c'était en gros, on ne lance pas une machine quand on a nettoyé une paire de chaussettes. Donc on la lance quand justement on a plein de lessive sale et qu'on trie. Je devrais écouter ton conseil, ça peut m'arriver. Donc voilà, enfin il y a plusieurs éléments, mais chaque habitude en fait a la numéro 1, c'est un ordre logique, et c'est la première par laquelle commence absolument. Quand on ne se connaît pas dans le domaine. Et là tu parles des bonnes habitudes. Oui. Si on parle des mauvaises, comme tu disais, vu que si 50% de nos actions sont automatiques et sont des habitudes, est-ce que toi, comment tu as travaillé sur toi-même, ou est-ce que tu as pu conseiller des gens sur des mauvaises habitudes? Quelle est la bonne manière d'enrayer ce processus dont on se rend même pas compte en fait? Ah tout à fait, tu vois, ça, tu viens de donner un mot-clé qui définit pourquoi on a des mauvaises habitudes, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Parce qu'une habitude, encore une fois, c'est quelque chose qu'on fait sans y penser, enfin qu'on a fait tellement de fois que maintenant on fait sans y penser. Donc les personnes généralement, il y a 2 problèmes qui viennent souvent quand on a des mauvaises habitudes. La première justement, c'est qu'on ne se rend pas compte, du coup on ne sait pas comment l'optimiser, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et la seconde, c'est que ça fait partie de ton identité. Au bout d'un moment, une habitude au départ a commencé comme toutes les autres. Il y avait un peu de friction, mais le problème c'est qu'on a des mauvaises habitudes parce que la satisfaction est immédiate. Par contre, à long terme, ses conséquences sont retardées. C'est-à-dire une personne qui va manger une pizza tous les soirs, si elle mange une fois une pizza, c'est pas grave. Si par contre elle en mange tous les soirs, elle aura des problèmes de poids, du diabète, du cholestérol, des problèmes de santé. Mais ces conséquences-là sont retardées. Donc elle n'y pense pas, vu qu'on est obsédé par le futur, par le présent. À l'inversement, une personne qui fait du sport, je sais pas, elle court 20 minutes aujourd'hui, elle va pas devenir tout d'un plus en forme, en meilleure santé. Par contre, si elle court tous les jours 20 minutes, au bout d'un an, on pourra voir des résultats. Et ce qui se passe, c'est que les mauvaises habitudes-là exploitent cette tendance-là. C'est que si... Et la société aussi, on peut dire. Bien sûr, évidemment, c'est qu'on pousse à la consommation. Et puis, ce que dit Paul Graham, les sociétés dans lesquelles on vit maintenant, dans 40 ans, seront extrêmement addictives, comme jamais.
Et ça pose un gros problème, effectivement, je pense même à un jeu de civilisation. Hein. C'est-à-dire que si on plonge justement une société dans une réalité virtuelle, justement, on en revient un peu au début, et une addiction, on empêche les gens justement de penser concrètement, de penser le réel, de penser ce qui fait l'humain, ce qui fait son essence. Donc qu'on est avant tout des chasseurs-cueilleurs qui bâtissons des outils pour pouvoir décupler notre force, notre pensée, notre attention, et qu'on est extrêmement sociaux. Sans cela, on ne pouvait pas survivre. C'est d'ailleurs ce que dit Harari, il dit ce qui a permis à Homo sapiens de pouvoir conquérir le monde, c'est justement sa capacité à communiquer de façon flexible et en large nombre, à ses semblables. C'est intéressant la notion au final, que ce soit individuellement ou collectivement, il faut... Le court terme a vraiment des limites. C'est vraiment, faut viser vraiment long terme sur tout ce qu'on fait. Et on le voit. Alors là, on va pas rentrer dans le sujet, mais voilà, au niveau écologique ou d'autres sujets comme ça, voilà, où il y a on n'arrive pas du tout une dissonance cognitive là-dessus. On n'arrive pas à se projeter à des centaines d'années, milliers d'années. Oui. On voit même des dizaines. Et on pense à court terme. Et du coup, les mots de notre société, je pense, sont complètement liés à ce que tu dis. Donc, au final, ça devrait être un livre qui pourrait être aussi aller à des États, des gouvernements, etc. Sur d'autres sujets. Mais c'est gentil. Non, mais on peut. Enfin, tu vois, c'est les habitudes. Donc, c'est pas forcément que individuel. Il y a des habitudes collectives aussi. Ça pourrait faire l'objet d'un autre livre d'ailleurs. Ah, peut-être, je sais pas. Ça serait intéressant. Et du coup, on va faire quand même attention au temps parce que ça fait un petit moment qu'on discute quand même. Ça passe vite. Ouais. Même si on a déjà fait bien plus. Oui, on a fait 8 heures une fois. C'est vrai. Alors, on va vous rassurer, on fera pas 8 heures aujourd'hui. Donc tu disais, le livre va sortir dans quelques semaines. Ça sera, quand l'épisode paraîtra, ça sera peut-être même déjà sorti. Comment tu vis là justement cette sortie imminente? Comment tu envisages, comment ça se passe la distribution? Enfin, si tu peux nous expliquer un petit peu les coulisses, un petit peu ce que tu peux dire en tout cas. Je compte écrire un article sur ce sujet qui va raconter en fait. Tu peux pas spoiler ton article un petit peu? Si je peux un petit peu. Enfin, je peux. Le titre, ce sera normalement comment écrire un livre avec un grand éditeur français. Je pense que c'est un article qui va être bien référencé sur le long terme parce que je pense j'avais lu qu'il y a un Français sur 3 voulait écrire un livre. Ah, j'avais vu ça. C'est quand même incroyable. On y pense 1 sur 3, mais ils ne peuvent pas parce que soit ils n'ont pas le réseau, soit ils n'ont peut-être pas le temps, soit ils ont abandonné en cours de route malheureusement. Mais ça qui m'intéressait aussi de discuter avec toi, c'était de vous montrer, voilà, comme tu disais, que t'étais pas forcément la personne quand t'étais petit, tu disais jamais de la vie j'aurais écrit un livre. Et au final, alors tu t'es donné les moyens de le faire, mais ça montre aussi, comme dans tous les gens qui réussissent d'une certaine mesure, que c'est accessible à tous quand on se donne les moyens et après et quand on a des bonnes habitudes. Oui, c'est exactement, c'est là où on se dit qu'en fait tout part de là, en fait tout commence par les habitudes. C'est que tu peux mesurer l'insatisfaction d'une personne à travers ses mauvaises habitudes. Donc une personne par exemple qui a des mauvaises habitudes financières va toujours être un panier percé, quoi, elle n'aura pas d'argent. Une personne qui a des mauvaises habitudes alimentaires sera toujours en manque d'énergie, toujours à court. Une personne qui a des mauvaises habitudes d'apprentissage sera toujours en retard et aura le sentiment d'être frustré de ne pas avancer à son niveau. Donc en fait on se rend compte que là où les gens peuvent penser que les habitudes ne peuvent t'enfermer dans une routine et où est la spontanéité là-dedans, la joie de vivre, en fait non, c'est au contraire, c'est que quand tu as des bonnes habitudes et que tu as automatisé de façon optimale les décisions les plus simples, et ben ton cerveau a plus de temps pour te consacrer aux tâches les plus intéressantes. Et c'est ce qui fait les grands entrepreneurs comme Elon Musk, les Richard Branson, les sportifs comme Usain Bolt, c'est qu'ils ont automatisé toutes les tâches. Alors, on revient aussi à Zuckerberg, Obama et Jobs. Pourquoi ils ne veulent absolument plus se préoccuper de ce qu'ils vont porter? Parce que pour eux, c'est futile par rapport à leur réserve d'énergie. Ils ont des décisions importantes à prendre. Donc, quand tu as des habitudes, en gros, tu libères ton énergie en fait. Tu es plus libre qu'avant et plus libre que jamais en fait. C'est un vrai pouvoir que détient les habitudes. Et je suis complètement d'accord avec toi. J'aimerais bien détailler, mais on va être limité par le temps. Par rapport à, du coup, si on revient à la distribution du livre, du coup. Oui. Donc, là, c'est quoi l'actu, du coup, toi, t'as ton mot à dire un petit peu ou... Oui, bien sûr. Okay. Mais j'ai mon mot à dire. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais je pense dans l'article, je vais bien préciser comment le livre, enfin la couverture. Je mettrai le lien de l'article du coup dans les notes. Non, mais oui, c'est vrai que j'ai beaucoup à dire parce que bon, c'est mon premier livre. Il y a presque une attache émotionnelle quand même. C'est symbolique. Comment un mec qui avait statistiquement tout pour ne jamais écrire un livre finit par en écrire un. Et puis comment à travers justement des petites habitudes au quotidien, tu gravis un peu les échelons, justement un peu comme cette montagne dans la couverture où on voit une personne qui monte. Mais non, la distribution c'est Erol, donc normalement si tout se passe bien, si l'équipe des commerciaux a bien fait son travail, le livre sera distribué dans toutes les bonnes librairies, sur Amazon, à Fnac. Donc l'éditeur a son rôle. Tu vas voir un
un petit tour de France à faire, ou en tout cas de Paris. Voilà, ça c'est trop, c'est vite dit. Honnêtement, j'y sais, pour moi c'est la grande inconnue, parce qu'à la fois je sais que ce livre-là peut complètement bouleverser ma vie. Il y aura forcément un avant, un après. Ça, même peu importe il peut y avoir différents degrés, mais déjà aujourd'hui, je pense que ça change déjà beaucoup de choses. Oui, mais j'ai à la fois énormément d'excitation à présenter mon travail, à en parler aux autres et à vraiment voir en fait l'impact que ça va avoir, parce que un des écueils que j'avais auparavant quand j'écrivais dans Essentiel, enfin dans Medium, enfin j'écris toujours, mais c'est que tu vois pas les gens en fait, tu vois pas l'impact de ton écrit, est-ce que ça aide vraiment à changer. Et là, ce livre-là justement est une réponse, c'est la réponse de mes 3 années de cheminement, de recherche, d'écriture, qui m'ont permis d'aboutir à ce livre qui j'espère va aider les gens vraiment à reprendre le contrôle de leur vie, quoi, parce que je pense que t'as lu l'ouvrage, il y a vraiment 3 parties qui permettent vraiment de prendre le lecteur par la main, et comme tu as dit, je voulais rebondir un peu sur ce que tu as dit, c'est que oui, c'est vrai que le livre, je pense pas que c'est un livre qui se prête, c'est un livre qu'on garde auprès de soi tout le temps, parce qu'on peut toujours y revenir là-dessus, un peu comme un coach, tu vois, et qui peut te donner toujours des nouveaux défis à faire, et c'est un livre justement qui t'accompagne à long terme. Et c'est marrant parce que du coup, ta remarque est très intéressante, j'avais pas pensé comme ça, mais c'est un livre en fait qui crée une habitude, de revenir souvent en fait sur ce qu'on a fait. Parce que le but c'est d'engendrer une habitude. Exactement. Ouais. Peut-être à toi d'aider les gens aussi via ta stratégie aussi, ou ta communauté derrière, donc à les faire revenir justement sur à bien utiliser ce livre. Oui, pas le prendre seulement comme quelque chose de distrayant ou de intellectuellement intéressant, mais de pratique. Ce qui est dur à faire avec un livre, parce que c'est pas forcément le type de contenu qu'on a l'habitude, on le met après dans sa bibliothèque et il prend la poussière souvent. C'est quand même souvent ça les livres, malheureusement. Donc c'est un autre usage, on va dire, d'un livre. Écoute Onur, c'était très intéressant toute cette discussion. J'ai encore des choses à améliorer quand même pour le podcast, on va dire, parce que on a beaucoup parlé, il y a énormément de sujets que je voulais encore aborder. On en est loin d'avoir tout dit. Alors oui, ce qu'il faut dire, effectivement, là, je tiens entre les mains les 2-3 feuilles que JC avait préparées. Et je pense qu'on en a abordé peut-être un 6e. Donc c'est vous dire à la fois à la fois un peu la densité des propos. On parle beaucoup. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Onur, du coup, pour les gens qui nous écoutent? C'est le plus simple. Alors le plus simple, c'est sur mon site www.onurcarapinard.com. C'est mon site qui est l'interface entre mes contenus et puis ceux qui me lisent. Donc il y aura une nouvelle version bientôt, je pense, un peu plus interactive. Proposer aussi mes podcasts audio que j'ai fait au Manal Show. Ça, on n'a pas parlé, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de choses, on n'a pas parlé. Ouais, c'est vrai. Ah là, je me sens un peu frustré d'un côté. J'ai vraiment. Il y aura peut-être une partie 2 dans peut-être, on sait pas. Donc sur mon site www.onur.carapinard, donc karapinard.com. Vraiment, je pense que c'est le meilleur moyen pour me retrouver, pour aussi en contact avec moi. Donc abonnez-vous aussi à ma newsletter, la Minute Essentielle. D'accord. Je mettrai tous les liens. Ouais, tous les liens. Puis bien sûr, Essentiel, c'est la plateforme que j'ai fondée pour justement permettre à des penseurs, à des leaders en devenir, vraiment de créer du contenu, de proposer du contenu utile, inspirant, concret, actionnable, qui s'adresse vraiment à l'intelligence de ses lecteurs, afin d'aider chacun dans ses défis, que ça peut être devenir un entrepreneur plus efficace, un meilleur leader, un penseur plus réfléchi, un citoyen plus averti. Et donc il y a mon site Essentiel, quoi d'autre? C'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal. Ouais. Et acheter le livre, du coup. Bien sûr, oui, le livre, 19€, 312 pages, dans toutes les bonnes librairies, Amazon, Fnac. Kindle aussi ou pas? Oui, bien sûr, généralement c'est possible. Et puis après on verra selon le succès. Je l'ai pas dit aussi, mais il y a aussi la préface d'Olivier Roland. Et aussi de Benoît Bostanquet, de Mathieu Dardaillon, qui sont pour moi des personnes symboliquement vraiment importantes, on va dire. Et je suis vraiment ravi d'avoir pu compter. Il y a aussi Benoît qui a écrit la préface, il y a aussi une habitude, mais ça je laisse le soin à tes auditeurs de découvrir ça. Mais j'espère que ça va vraiment les aider. Personnellement, moi j'ai l'intime conviction que ce livre va aider un maximum de personnes. J'ai vraiment mis tout ce que je pouvais, tout mon cœur, toutes mes recherches, toutes mes batailles aussi. J'ai vraiment documenté un peu de savoir comment trouver les meilleures pratiques, un peu comme une sorte de mode d'emploi en fait. Genre une personne qui se dit mais j'ai envie de changer de façon durable, mais qu'est-ce que je fais? Par quoi je commence? Et c'est à cette question-là que je me suis attaqué. Et là, je pense vraiment que le livre va, de façon très globale, très holistique, répondre point par point et avoir un contenu actionnable. Et puis, c'est pour eux que j'ai écrit cela. Donc, moi, j'ai l'intime conviction que ça peut aider les gens. Par contre, j'en ai pas la certitude. Et ça, ce sera justement à eux de juger. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup, Onur. Merci, JC. Et à très bientôt. À très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver toutes les notes de l'émission sur le site jckurdali.org. Il y aura les livres mentionnés, les ressources, etc. Donc Kurdali, c'est Kurdali. Profitez-en pour vous inscrire pour ne pas louper les prochains épisodes.
Et pour m'aider, vous pouvez faire 2 choses. Partagez à vos amis l'épisode ou le podcast ou mon site et mettez 5 étoiles sur iTunes. C'est ce qui permet d'avoir le plus de visibilité pour les podcasts. C'est comme ça qu'on gagne en visibilité. Donc c'est important. Je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de Conversation avec JCK. Allez, à plus.